Je n'aurais jamais pensé, à 68 ans, acheter une caméra cachée. C'est le genre de choses que font les jeunes dans les séries policières, pas les veuves âgées de Cherbourg. Et pourtant, me voici dans un magasin d'électronique, à écouter le vendeur qui a à peine quelques années de plus que mon petit-fils Léo, et à hocher la tête comme si je comprenais tous ces termes techniques. Madame Adlington, ce modèle a un détecteur de mouvement. La batterie tiendra une semaine en enregistrement continu. Il sourit en me montrant un minuscule appareil de la taille d'un bouton. Vous disiez que c'était pour surveiller votre chat quand vous n'êtes pas là. Le mensonge m'est venu avec une facilité surprenante. Plus facilement que d'admettre que je soupçonne mon propre gendre de vol. Oui, mon Oscar est trop curieux. Il fouille partout quand je ne suis pas à la maison. Je n'ai même pas de chat. Tout ce que j'ai, c'est une maison vide, trop silencieuse depuis la mort de Georges il y a 3 ans, et un pressentiment tenace que quelque chose ne va pas dans la vie de ma fille, Evelyne. Cherbourg n'est pas une grande ville, mais ce n'est pas non plus un village. Ma maison de la rue du Chêne est là depuis 50 ans. Georges l'a achetée juste après notre mariage, quand il était plein d'espoir et de projets. Je me souviens comment nous avons peint les murs, planté de jeunes arbres dans le jardin, puis avons amené notre nouveau-né, Evelyne. Maintenant, les arbres sont grands, la maison est usée par le temps, comme moi. Et Evelyne vit de l'autre côté de la ville avec un mari que je supporte à peine et 2 merveilleux enfants que je vois moins souvent que je ne le voudrais. C'était une fraîche matinée d'avril. J'ai payé la caméra, mis la boîte dans mon sac et suis sortie dans la rue. Le vent de la rade me glaçait jusqu'aux os, m'obligeant à m'emmitoufler davantage dans mon vieux manteau de laine. Ces jours-là, mon genou me faisait plus mal que d'habitude, séquelle d'une chute l'hiver dernier. Je marchais lentement sur le trottoir, regardant les vitrines et pensant à la façon dont j'en étais arrivée à une vie où je devais espionner ma propre famille. Tout a commencé avec 200 € qui ont disparu de mon portefeuille. Je me souvenais clairement de les y avoir mis avant d'aller voir Evelyne et Cédric pour Noël. L'argent était pour les cadeaux de mes petits-enfants. Je voulais leur donner de l'argent liquide pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils voulaient. Mais au moment de donner les cadeaux, mon portefeuille était vide. J'ai fouillé toute la chambre d'amis, mon sac à main, même les poches de mon manteau. L'argent était introuvable. Tu l'as probablement laissé à la maison, maman, avait dit Evelyne en évitant mon regard. Tu oublies souvent des choses ces derniers temps. Ce n'était pas vrai. Oui, il m'arrive de ne plus savoir où j'ai mis mes lunettes ou mes clés. Mais j'ai toujours été prudente avec l'argent. 32 ans de travail à la banque m'avaient appris à prendre les finances au sérieux. Je vais donner leurs cadeaux aux enfants, intervint Cédric, avec ostentation, en sortant son portefeuille. Ne t'en fais pas, Marthe. Il y avait toujours quelque chose de condescendant dans sa voix quand il s'adressait à moi. Comme si je n'étais pas la mère de sa femme, mais une enfant capricieuse dont il fallait s'occuper. Cédric Price, 42 ans, chauffeur routier avec un air perpétuellement fatigué et l'habitude de serrer la main trop fort, comme pour prouver quelque chose. Je n'ai jamais compris ce qu'Evelyne lui trouvait, à part son physique indéniablement avantageux. À l'époque, je n'ai rien dit. Je ne voulais pas gâcher la fête pour mes petits-enfants. Léo, qui avait 10 ans, et la petite Pénélope, qui n'en avait que 8, me regardaient avec de grands yeux, sentant la tension entre les adultes. Ils ont reçu 20 € chacun de la part de Cédric et l'ont remercié avec incertitude, clairement déçus par le montant. Ce soir-là, allongée dans la chambre d'amis avec son papier peint coloré qu'Evelyne avait choisi pour sa chambre de bébé avant de se marier, je me suis demandé pour la première fois, et si Cédric avait pris mon argent? La pensée semblait absurde. Il gagnait bien sa vie, d'après Evelyne. Pourquoi volerait-il sa vieille belle-mère? Mais la graine du doute avait été semée, et depuis, j'ai commencé à remarquer d'autres bizarreries. Evelyne, toujours si vive et joyeuse dans sa jeunesse, parlait maintenant à voix basse, regardant souvent son mari comme pour chercher son approbation à chaque mot. Mes appels téléphoniques restaient de plus en plus souvent sans réponse. Les invitations à leur rendre visite se sont faites rares et coïncidaient toujours avec les déplacements de Cédric. Il était soi-disant vraiment désolé de ne pas pouvoir être là. Et puis il y a eu cette visite en mars, où j'ai découvert que quelqu'un avait fouillé dans mon sac. Mes affaires n'étaient pas là où je les avais laissées, et mon portefeuille était ouvert cette fois. Pas d'argent manquant. Il n'y en avait tout simplement pas. Je suis devenue plus prudente, mais le fait lui-même. Un café, maman? Evelyne entra dans le salon sans frapper, me faisant sursauter. Elle avait l'air épuisée, avec des cernes sous les yeux. Merci, ma chérie. Tout va bien. Bien sûr, répondit-elle trop vite.
Je n'ai juste pas beaucoup dormi. Pénélope a toussé toute la nuit. Je savais que ce n'était pas vrai. Ma chambre était à côté de la sienne et je n'avais entendu aucune toux. Mais je n'ai pas relevé le mensonge de ma fille. Après cette visite, j'ai commencé à remarquer comment Cédric me regardait attentivement quand il pensait que je ne le voyais pas. Comment il posait des questions sur ma maison, sur si j'y gardais des objets de valeur, sur l'assurance vie que Georges avait laissée. « Mamie, tu as encore tes vieux bijoux ?» m'a demandé Pénélope un jour, assise sur mes genoux. « Papa a dit que tu avais de très beaux bijoux qui appartenaient à mon arrière-arrière-grand-mère. » Je me suis figée. Les bijoux de ma grand-mère étaient en effet en ma possession. Pas particulièrement précieux en termes monétaires, mais d'une valeur sentimentale inestimable. Je n'en avais jamais parlé à Cédric. « Papa a dit ça ?» ai-je demandé prudemment. « Oui, il a dit à maman que tu les cachais sûrement et que tu ne voulais pas partager. » Evelyne, qui avait entendu notre conversation, est devenue pâle et a brusquement interpellé sa fille. « Pénélope, va dans ta chambre. » Le regard qu'elle m'a lancé, un mélange de peur et de honte, m'a convaincu que quelque chose n'allait pas dans cette maison. J'y ai pensé pendant tout le trajet du retour, assise dans le bus, regardant défiler les rues de Cherbourg. J'y ai pensé en ouvrant la porte de ma maison vide. J'y ai pensé en préparant un dîner pour une personne. Georges aurait su quoi faire. Il savait toujours comment résoudre les situations difficiles. Mais Georges n'est plus là, et c'est à moi de trouver une solution. Ce soir-là, enveloppé dans un plaid dans le fauteuil près de la fenêtre, j'ai pris une décision. La prochaine fois que je rendrai visite à ma fille et que mes affaires ou mon argent disparaîtront, je découvrirai qui est le responsable. Et maintenant, cette minuscule caméra est dans mon sac. Je me sens comme une espionne des films que Georges aimait tant regarder. Ridicule. Gênant. Mais nécessaire. À la maison, j'ai sorti l'appareil et commencé à étudier le mode d'emploi. Les lettres étaient trop petites, j'ai dû mettre mes lunettes. Les termes techniques étaient déroutants, mais j'ai compris l'essentiel. La caméra s'active au mouvement et enregistre sur une carte mémoire, qui peut ensuite être visionnée sur un ordinateur. Un ordinateur ? Un autre problème. J'avais un vieil ordinateur portable qu'Evelyne m'avait donné il y a quelques années. Je l'utilisais principalement pour regarder les photos de mes petits-enfants et parfois pour lire les nouvelles. Serais-je capable de visionner les enregistrements ? « Tu vas y arriver, Marthe, me suis-je dit à voix haute, surprise de la fréquence à laquelle je me parlais depuis la mort de Georges. Tu n'es pas si vieille. » Pendant les 2 jours suivants, je me suis entraînée à utiliser la caméra. Je l'ai installée à différents endroits dans ma chambre, j'ai vérifié l'angle de vue et j'ai appris à télécharger et à visionner les enregistrements. Plusieurs fois, j'ai failli tout jeter à la poubelle par frustration. Mais l'entêtement a toujours été ma force. Le vendredi, je me sentais comme une experte, ou du moins une utilisatrice confiante. Juste à temps. Evelyne a appelé avec une invitation pour le déjeuner du dimanche. « Cédric sera à la maison, dit-elle doucement. Il veut te parler de quelque chose d'important. » Sa voix semblait étrange, mais quand j'ai demandé si tout allait bien, elle a rapidement changé de sujet. Dimanche matin, j'ai préparé un petit sac. Evelyne insistait pour que je reste dormir. J'ai mis des vêtements de rechange, des articles de toilette, mes médicaments et, bien sûr, ma caméra, soigneusement cachée dans ma trousse de maquillage. La maison de ma fille était dans un nouveau quartier de Cherbourg. Un pavillon de banlieue typique avec une pelouse soignée et des vélos d'enfants sur l'allée. Comme des dizaines d'autres dans cette rue. Sans âme, à mon goût. Rien à voir avec notre vieille maison de la rue du Chêne, où chaque fissure dans le mur avait une histoire. Evelyne a ouvert la porte avant même que je puisse sonner. Elle avait l'air nerveuse, mais a essayé de sourire. « Maman, je suis si contente que tu sois là. » Son étreinte était serrée, presque désespérée. Je pouvais sentir son shampoing, le même qu'elle utilisait adolescente. « Quelque chose ne va pas, ma chérie ?» ai-je demandé doucement. « Non, bien sûr que non, » répondit-elle trop vite. « Entre. » Les enfants te réclamaient. Léo et Pénélope ont déboulé dans le couloir, heureux et bruyants. Léo, grand pour ses 10 ans, avec des yeux sérieux, si semblables à ceux de Georges. Et Pénélope, couverte de taches de rousseur, avec 2 couettes qui rebondissaient à chaque mouvement. « Mamie, tu as apporté quelque chose. » Pénélope, la gronda Evelyne. « On ne demande pas comme ça. »« Ce n'est pas grave, » souris-je en sortant 2 petits paquets de mon sac. « Bien sûr que oui. » Un livre pour Léo. Il adorait les histoires d'aventure et de voyage.
et un ensemble de crayons de couleur pour Pénélope, qui a hérité de mon amour pour le dessin. Merci, mamie, dit Léo solennellement. Mais ses yeux brillaient déjà à la vue du livre. Pénélope s'est juste jetée dans mes bras, me serrant fort. Son petit corps chaud pressé contre le mien. Et pendant un instant, tout est devenu simple et clair. Pour ces enfants, cela valait la peine de supporter la tension que je ressentais dans cette maison. Les enfants, allez dans vos chambres. La voix basse de Cédric venait de la porte. Laissez mamie se reposer de son voyage. Il se tenait appuyé contre le cadre de la porte, grand, les cheveux sombres, légèrement grisonnants sur les tempes. Extérieurement, c'était un homme séduisant, si ce n'était ce regard froid qu'il me lançait. « Bonjour, Cédric », dis-je en me redressant. Mes années de travail avec les clients à la banque m'avaient appris à rester calme face aux gens désagréables. « Marthe », fit-il d'un signe de tête, sans bouger de sa place. « J'espère que le voyage s'est bien passé. »« Très bien, merci. »« Je vais monter tes affaires dans la chambre d'amis », intervint Evelyne en attrapant mon sac. « Vous parlez avec Cédric pendant ce temps. » Intérieurement, j'étais tendue. La caméra était dans mon sac, mais refuser l'aide de ma fille aurait éveillé les soupçons. « Bien sûr, ma chérie. Merci. » Evelyne est partie rapidement avec mon sac, me laissant seule avec mon gendre, le cœur battant. S'il découvre la caméra. « Viens dans le salon, » dit Cédric, me faisant signe de le suivre. « Il faut vraiment qu'on parle. » Je l'ai suivi, me demandant de quoi il voulait parler. L'argent, la maison, l'assurance de Georges. Mais la conversation s'est avérée porter sur toute autre chose. Quand je suis enfin arrivée dans la chambre d'Amitar ce soir-là, j'ai été soulagée de constater que la caméra était toujours en sécurité dans ma trousse de maquillage. En essayant de ne faire aucun bruit, je l'ai installée entre les livres sur l'étagère. L'angle parfait pour voir toute la pièce et surtout l'endroit où je laissais habituellement mon sac. Demain, je découvrirai la vérité. Le matin a commencé avec une odeur de crêpes et des rires d'enfants. J'étais allongée dans la chambre d'amis, écoutant les bruits de la maison qui s'éveillaient. Aujourd'hui, c'était le 11e anniversaire de Léo. Il y a 11 ans, je le tenais pour la première fois dans mes bras à la maternité, petit, rouge et hurlant. Georges avait les larmes aux yeux, bien qu'il l'aignait plus tard. « J'ai juste quelque chose dans l'œil, Marthe », avait-il dit en s'essuyant discrètement les joues. Le soleil filtrait à travers les rideaux. Le temps avait décidé de faire un cadeau au garçon d'anniversaire. Je me suis assise lentement dans le lit, sentant mes articulations me faire mal. À 68 ans, chaque matin, votre corps vous rappelle les années que vous avez vécues. J'ai attrapé mes lunettes sur la table de chevet et jeté un regard involontaire à la bibliothèque où ma petite caméra était cachée. Elle était toujours là, discrète parmi les volumes usés. « Mamie, tu es réveillée ?» La porte s'est ouverte à la volée et Pénélope s'est précipitée dans la pièce, déjà habillée de sa robe de fête à froufrou. « Maman a dit que tu devais venir prendre ton petit déjeuner. »« Bonjour, mon rayon de soleil », souris-je en la regardant sautiller d'excitation. « Dis à maman que j'arrive dans 10 minutes. »« Et papa a dit qu'on aura des invités ce soir », a continué Pénélope en bavardant. « Et un grand gâteau. Léo fera un vœu. »« C'est vrai, acquiesçai-je. Maintenant, laisse mamie s'habiller. »« D'accord. » Quand Pénélope est partie en courant, je suis allée à la fenêtre. La vue sur les maisons soignées des voisins, les pelouses tondues et les voitures garées semblait si paisible. Il était difficile de croire que derrière cette façade de prospérité, il se passait quelque chose dans la maison de ma fille. Quelque chose qui rendait Evelyne épuisée et Cédric plus irritable que d'habitude. La conversation d'hier avec lui avait été étrange. Je m'attendais à des questions sur l'argent, mais Cédric a parlé de travail, d'une promotion qu'on lui avait promise, de projet d'achat d'une nouvelle voiture, comme s'il essayait de me convaincre, ou de se convaincre lui-même, de sa stabilité financière. « Tout va très bien, Marthe », répétait-il. « Bientôt, on pourra même envoyer les enfants dans une école privée. » Mais quelque chose dans ses yeux ne correspondait pas à ses paroles. De l'anxiété? De la peur? Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Après m'être habillée, j'ai caché la carte mémoire de la caméra dans une poche secrète de mon sac à main. Mieux valait la garder avec moi que de la laisser dans la chambre. La cuisine m'a accueillie avec l'arôme du café et une agitation animée. Evelyne officiait au fourneau. Léo mettait la table et Pénélope accrochait des guirlandes en papier coloré, debout sur une chaise. « Joyeux anniversaire, mon grand »
ai-je dit en serrant mon petit-fils dans mes bras, sentant qu'il se pressait contre moi un instant avant de s'éloigner. Il était déjà timide pour montrer son affection. Il grandissait. « Merci, mamie », murmura-t-il en retournant mettre la table. « Maman, un café ?» Evelyne s'est tournée vers moi, et j'ai remarqué le bleu sous son œil, qu'elle essayait de couvrir avec du maquillage. Mon cœur s'est serré. Je connaissais ce regard. Ne regarde pas. Ne demande pas. Tout va bien. Un regard qu'elle avait appris à utiliser au fil des ans de son mariage avec Cédric. Volontiers, ma chérie. Je peux t'aider ? Non, non, tu es notre invitée, répondit-elle trop vite. Assieds-toi avec les enfants. Nous avons déjeuné sans Cédric. Selon Evelyne, il était allé dans une boulangerie de l'autre côté de la ville pour chercher le gâteau d'anniversaire. Son absence a détendu l'atmosphère. Les enfants parlaient plus fort, et Evelyne a même souri plusieurs fois. « Mamie, tu m'as apporté un cadeau ?» a demandé Léo quand il a fini ses crêpes. « Léo !» l'a grondé Evelyne. « On ne demande pas comme ça. »« Ce n'est pas grave », ai-je dit en ébouriffant les cheveux du garçon. « Bien sûr que oui, mais attendons ce soir, quand tous les invités seront là. » Le cadeau était en fait caché dans mon sac. Un kit pour construire un modèle réduit d'avion radiocommandé. Léo était fasciné par la technologie, et j'avais dû économiser pas mal sur ma modeste retraite pour faire plaisir à mon petit-fils. Après le petit déjeuner, les enfants sont partis se préparer pour la fête et Evelyne et moi sommes restés seuls dans la cuisine. Elle faisait la vaisselle en silence, évitant mon regard. « Evie », dis-je doucement, utilisant son surnom d'enfance, « qu'est-ce qui se passe ? Et ne me dis pas que tout va bien. » Ses mains se sont figées dans l'eau savonneuse. Un instant, j'ai cru qu'elle allait pleurer, mais Evelyne a juste soupiré profondément. « C'est juste le stress, maman. Beaucoup de travail à l'hôpital, les enfants, la maison. Tu sais ce que c'est. Et le bleu sous ton œil. C'est aussi à cause du stress ?» Elle a tressailli comme si elle avait été frappée. Je me suis cognée contre la porte de l'armoire. Ma propre maladresse. Un mensonge. Si évident à entendre. Ma fille, qui n'avait jamais su mentir enfant, rougissant et bégayant toujours, prononçait maintenant ces mots avec une facilité effrayante. « Evelyne, si tu as besoin d'aide. » La porte d'entrée a claqué, interrompant notre conversation. Des pas lourds ont résonné dans le couloir, et Cédric est apparu dans la cuisine, tenant une grande boîte en carton avec le logo d'une pâtisserie dessus. « Le gâteau est là », a-t-il annoncé avec une fausse gaieté. « Salut, Marthe. Tu as déjà déjeuné ? » « Oui, merci », ai-je répondu, regardant Evelyne se transformer instantanément. Elle a redressé le dos, forcé un sourire et a commencé à s'affairer avec la cafetière. « Chérie, tu veux un café ou un petit déjeuner ? Je peux réchauffer les crêpes. »« Un café, » dit-il sèchement, en posant la boîte sur la table. « Noir. Je dois vérifier le barbecue avant ce soir. Les Benson arrivent à 17h. »« Je pensais que la fête était à 16h, » dit Evelyne avec incertitude. « J'ai décalé. J'ai des choses à faire, » a claqué Cédric. « Et dis aux enfants de faire moins de bruit. J'ai la tête qui éclate. » Il a pris sa tasse de café et est sorti dans le jardin sans un regard pour sa femme ou moi. Evelyne a laissé tomber ses épaules comme si on l'avait dégonflé. « Il est juste fatigué, » murmura-t-elle. Même si je ne lui avais rien demandé. « Il travaille beaucoup. » Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire ? Que je voyais à quel point elle avait peur de lui, que je me souvenais à quel point elle était heureuse et confiante avant de le rencontrer, que Georges se retournait dans sa tombe en voyant comment sa fille était traitée. Au lieu de cela, j'ai juste posé ma main sur son épaule. Je vais voir ce que font les enfants. La journée s'est éternisée. Les enfants ont essayé d'être silencieux, jouant à des jeux de société dans la chambre de Léo. Je les ai rejoints, écoutant leurs chuchotements et leurs rires étouffés. Evelyne préparait un dîner de fête pendant que Cédric disparaissait dans le garage, sortait dans le jardin et s'enfermait dans son bureau, parlant à quelqu'un au téléphone trop bas pour que je puisse déchiffrer les mots. À 15h, je suis montée dans la chambre d'amis, prétextant me reposer avant l'arrivée des invités. En réalité, je devais vérifier la caméra. Elle était toujours en place, mais l'angle avait légèrement changé. Quelqu'un avait-il déplacé les livres ? J'ai rapidement ajusté l'appareil et suis retournée auprès des enfants. À 17h, les invités ont commencé à arriver. Les Benson, nos voisins, avec leurs fils, camarades de classe de Léo.
2 collègues d'Evelyne de l'hôpital avec leur mari. Une vieille enseignante, mademoiselle Coleman, qui était une parente éloignée de Cédric. Au total, 12 adultes et 5 enfants. La fête s'est déroulée dans le jardin. Cédric faisait griller de la viande au barbecue, jouant le rôle de l'hôte hospitalier. Evelyne s'affairait avec les amuse-gueules et les boissons. Les enfants jouaient au badminton sur la pelouse. J'étais assise dans un fauteuil en osier, regardant ce spectacle de vie de famille heureuse. Aucun des invités ne semblait remarquer les sourires forcés d'Evelyne, les mouvements brusques de Cédric ou les regards effrayés que les enfants jetaient à leur père quand il élevait la voix. Belle fête, n'est-ce pas? Mademoiselle Coleman, une vieille dame sèche aux yeux perçants, s'est assise à côté de moi. Léo a tellement grandi cette dernière année. Oui, ils grandissent tous les deux trop vite, ai-je convenu. Comment allez-vous, Marthe? Pas trop dur d'être seule après Georges. La question était directe, mais pas sans tact. À son âge, elle devait avoir plus de 70 ans. On ne perd pas de temps en mondanité. Je m'y habitue, ai-je répondu honnêtement. Un jour à la fois. Je comprends, a-t-elle hoché la tête. Mon Hérald est décédé il y a 15 ans. Parfois, je lui parle encore. Vous imaginez? J'imagine très bien, ai-je souri. Georges est maintenant mon conseiller principal pour toutes les questions. Mademoiselle Coleman a gloussé et a fait un signe de tête vers Cédric, qui riait bruyamment à la blague de quelqu'un. Et qu'est-ce que Georges pense de votre gendre? Je me suis figée, surprise par sa franchise. Pourquoi demandez-vous ça? Elle a haussé les épaules. Juste curieuse. Cédric est un homme compliqué. Je le connais depuis qu'il est enfant. Son père était pareil. Charmant au début, puis contrôlant. Je ne savais pas quoi répondre. Mademoiselle Coleman semblait avoir vu la même chose que moi. Mais avant que je puisse rassembler mes pensées, Cédric lui-même nous a interrompus. « De quoi chuchotez-vous, mesdames » a-t-il demandé, s'approchant avec un verre de bière à la main. « J'espère que vous ne médisez pas sur moi. »« Qu'est-ce que tu racontes, Cédric » a répondu calmement mademoiselle Coleman. Nous discutions du temps. Parfait pour un barbecue. C'est vrai, a-t-il souri, mais ses yeux sont restés froids. Marthe, pourrais-tu aider Evelyne en cuisine? Je crois qu'elle a besoin d'un coup de main avec le gâteau. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Je me suis levée lentement, sentant mon genou me faire mal. Bien sûr. Dans la cuisine, Evelyne était en effet occupée avec le gâteau. Une énorme structure en chocolat avec 11 bougies. Maman, merci d'être venue, a-t-elle expiré. Je ne trouve pas les allumettes pour les bougies. Cédric les range habituellement. Elle s'est tue, ouvrant et fermant les tiroirs du placard supérieur. Chérie, la voix de Cédric venait du seuil. Avec mes cigarettes. Celles que tu as jetées la semaine dernière. Evelyne a tressailli. Je pensais que tu avais arrêté de fumer. Et je pensais qu'on ne jetait pas les affaires de l'autre, a-t-il rétorqué en entrant dans la cuisine. Mais je ne suis pas fâchée, mon cœur. C'est un jour de fête. Il a passé ses bras autour de ses épaules, trop serrés à en juger par la façon dont elle a grimacé. Je me suis détournée, faisant semblant de chercher des assiettes à gâteau. Au fait, Marthe, m'a dit Cédric. J'ai trouvé une vieille boîte dans le grenier. Je crois qu'elle est à toi, avec des bijoux dedans. Je me suis figée. Ma boîte? Celle avec les bijoux de ma grand-mère que j'avais laissée à Evelyne pour la garder il y a quelques années, quand je rénovais ma maison. Oui, je pense que c'est la mienne, ai-je répondu prudemment. Je peux y jeter un œil. Bien sûr, a-t-il souri, après le gâteau. Elle est dans mon bureau. Quelque chose dans son ton m'a rendue méfiante. C'était comme s'il testait ma réaction, attendant quelque chose. La soirée a continué. Léo a soufflé les bougies sur le gâteau sous les applaudissements des invités. Cédric a fait un discours touchant sur le fils merveilleux que Léo devenait et à quel point il était fier de lui. De l'extérieur, tout semblait parfait. Une famille heureuse, un père aimant. Seul moi pouvais voir à quel point les épaules d'Evelyne étaient tendues, comment le sourire de Léo était forcé en recevant l'approbation de son père, si rare les jours ordinaires. Quand le gâteau a été mangé et les cadeaux distribués, j'étais contente que mon avion ait ravi Léo. Les invités ont commencé à partir. Les enfants sont allés dans leur chambre, fatigués de la fête. Evelyne a commencé à ranger la cuisine. « Viens, Marthe. » Cédric est apparu à côté de moi alors que je pliais les serviettes de fête restantes.
Je vais te montrer cette boîte. Je l'ai suivie dans son bureau, une petite pièce avec un bureau, un ordinateur et des étagères remplies de trophées sportifs et de photographies de Cédric avec des gens en costume d'affaires. Sur le bureau se trouvait ma boîte, une boîte en bois sculpté que mon père avait rapportée d'Europe après la guerre. Elle contenait des bijoux peu coûteux mais mémorables, le bracelet en argent de ma grand-mère, la broche en perles de ma mère et une paire de boucles d'oreilles en or que Georges m'avait offerte pour notre premier anniversaire. J'ai trouvé ça l'autre jour en cherchant de vieux papiers, a dit Cédric en poussant la boîte vers moi. J'ai pensé que tu la voudrais peut-être. J'ai pris la boîte avec précaution et j'ai immédiatement remarqué que la serrure était cassée. La petite languette en argent qui se fermait avec un son distinctif ne tenait plus que par une seule vis. La serrure était cassée quand je l'ai trouvée, a dit Cédric rapidement, observant ma réaction. Probablement depuis longtemps. Un mensonge. Je me souvenais clairement que la serrure était intacte quand je lui avais donné la boîte à garder. Et ce n'était pas n'importe quelle serrure. Mon père avait spécialement installé un mécanisme astucieux qui ne pouvait être ouvert que si l'on connaissait le secret. Le cœur battant, j'ai ouvert le couvercle. Les bijoux étaient là, mais quelque chose n'allait pas. Je les ai passés en revue. Le bracelet, la broche, les boucles d'oreilles, la bague. Où était l'alliance de Georges ? Après sa mort, je la gardais ici, sur une fine chaîne en or. Quelque chose ne va pas, a demandé Cédric, me surveillant de près. J'ai lentement levé les yeux. Devais-je lui parler de la bague manquante ? L'accuser tout de suite ? Non, pas maintenant. Pas avec Evelyne et les enfants dans la pièce à côté. Non, tout va bien, ai-je menti. Je n'ai juste pas vu ces choses depuis longtemps. Merci de les avoir trouvées. Il a hoché la tête, mais j'ai remarqué un étrange regard dans ses yeux. De la déception. Du soulagement. Tu peux la prendre avec toi, a-t-il dit nonchalamment. Elle est à toi. Oui, bien sûr, ai-je dit en serrant la boîte contre ma poitrine. Je vais la mettre dans ma chambre. En quittant le bureau, je me suis arrêtée dans le couloir, essayant de calmer ma respiration. L'alliance de Georges avait disparu, une bague en or avec nos initiales et notre date de mariage gravée à l'intérieur. Pas la plus chère, mais inestimable pour moi. Dans la chambre d'amis, j'ai examiné attentivement la boîte. La serrure n'était pas seulement cassée. Elle avait été forcée. Il y avait des marques claires d'un tournevis ou d'un couteau sur le bois autour. J'ai aussi remarqué qu'il n'y avait pas de poussière à l'intérieur. Quelqu'un avait récemment essuyé la boîte à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Je me suis assise sur le lit, tenant toujours la boîte. Les questions tourbillonnaient dans ma tête. Pourquoi Cédric avait-il besoin de l'alliance de Georges ? Pourquoi celle-là et pas quelque chose de plus précieux ? Et pourquoi avait-il décidé de rendre la boîte maintenant ? On a frappé doucement à la porte. J'ai rapidement fermé la boîte et l'ai cachée sous mon oreiller. Entrez. C'était Evelyne, une tasse de tisane à la main. J'ai pensé que tu voudrais une tisane avant de dormir, dit-elle en posant la tasse sur la table de chevet. Comment s'est passée ta fête ? Merveilleuse, ai-je répondu. Léo était heureux. Elle a hoché la tête, mais son regard était lointain. Maman, a-t-elle commencé, puis s'est tue en se mordant la lèvre. Qu'y a-t-il, ma chérie ? Rien, a-t-elle secoué la tête. Juste merci d'être venue. Ça compte beaucoup pour les enfants. Elle s'est penchée pour me serrer dans ses bras et a chuchoté si doucement que je l'ai à peine entendu. Fais attention à Cédric. Il n'est pas dans son assiette ces derniers temps. Avant que je puisse répondre, elle s'est redressée et s'est dirigée vers la porte. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma puce. Quand la porte s'est fermée, j'ai sorti la boîte de sous mon oreiller et l'ai rouverte. Dans la faible lumière de la lampe de chevet, les bijoux scintillaient faiblement, me rappelant le passé, des gens qui n'étaient plus là, des moments heureux qui ne pourraient jamais être retrouvés. La serrure cassée sur ma vieille boîte aux bijoux de famille parlait plus fort que les mots. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette maison, et je devais découvrir quoi avant qu'il ne soit trop tard. Le matin était couvert. Je me suis réveillée au grondement sourd du tonnerre au loin. Par la fenêtre de la chambre d'amis, de lourds nuages gris couvraient le ciel. La nature semblait avertir d'une tempête imminente. L'horloge sur la table de chevet indiquait 7 heures du matin, mais on entendait déjà des voix dans la maison. Je me suis redressée lentement dans le lit, sentant une douleur sourde dans le bas du dos, un signe certain de pluie approchante. La boîte à bijoux était toujours posée sur la table de chevet.
La serrure cassée semblait me regarder d'un air de reproche silencieux. Pourquoi ne l'avais-je pas reprise plus tôt? Pourquoi l'avais-je confiée à mon beau-frère, que je n'avais jamais vraiment connu? Les voix derrière la porte se sont faites plus fortes. J'ai reconnu le ton irrité de Cédric et la voix douce et apaisante d'Evelyne. Ils se disputaient, bien que je ne puisse pas distinguer les mots. Puis la porte a claqué, et tout est redevenu silencieux. Je me suis habillée rapidement, en essayant de ne pas faire de bruit. Une robe de chambre, des chaussures plates confortables, un maquillage minimal. À 68 ans, on n'essaie plus d'impressionner qui que ce soit, surtout dans sa propre famille. J'ai coiffé mes cheveux grisonnants en un simple chignon et en jetant un coup d'œil à mon reflet dans un petit miroir, j'ai pensé à la vitesse à laquelle le temps passe. Il me semblait que c'était hier que j'étais une jeune femme pleine d'espoir et de projets. Et aujourd'hui, j'étais une veuve que mon propre gendre considérait comme un fardeau. En prenant la boîte, je suis sortie dans le couloir. L'arôme de café fraîchement moulu et de quelque chose de sucré flottait depuis la cuisine. Evelyne préparait probablement des crêpes pour les enfants, comme elle le faisait chaque dimanche. « Bonjour », dis-je en entrant dans la cuisine. Evelyne était debout près de la cuisinière, retournant des crêpes. Léo et Pénélope étaient déjà assis à table, en train de déjeuner. Cédric était introuvable. « Bonjour, maman », répondit Evelyne sans se retourner. Sa voix semblait tendue. « Un café ?»« Volontiers », dis-je en posant la boîte sur la table de la cuisine et en m'asseyant à côté de Pénélope, qui s'est immédiatement blottie contre moi. « Mamie, tu pars aujourd'hui ?» demanda-t-elle d'une voix triste. « Oui, ma puce, le bus part à 14 heures. »« Mais ce n'est pas tout de suite, » dit la fillette, heureuse. « On aura le temps de jouer. » Léo mâchait ses crêpes en silence, évitant mon regard. Quelque chose n'allait pas, lui d'habitude si bavard. Aujourd'hui, il semblait renfermé, presque effrayé. « Qu'est-ce qui ne va pas, Léo ?» ai-je demandé en tendant la main sur la table pour toucher la sienne. « Tu n'as pas assez dormi. » Il a tressailli et a retiré sa main. « Tout va bien, » marmonna-t-il sans lever les yeux. Evelyne a posé une tasse de café et une assiette de crêpes devant moi. J'ai remarqué que ses mains tremblaient. « Les enfants, » dit-elle d'un ton faussement joyeux. « Quand vous aurez fini votre petit déjeuner, allez dans vos chambres, d'accord? Papa doit parler à votre grand-mère. » Mon estomac s'est noué. Parler de quoi? De la boîte? De la bague manquante? J'ai presque fini, dit Léo précipitamment en finissant son jus de fruits. Viens, Pénélope. Mais je n'ai pas fini, protesta la fillette. Viens, répéta-t-il avec insistance, en attrapant la main de sa sœur. Je te laisserai jouer avec mon nouveau jouet. L'offre a fonctionné. Pénélope, oubliant sa crêpe à moitié mangée, a sauté de sa chaise et a suivi son frère. À la porte, elle s'est retournée et m'a fait un signe de la main. « À tout à l'heure, mamie. » Quand les enfants sont partis, je me suis tournée vers Evelyne. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'est assise sur une chaise en face de moi, évitant toujours mon regard. « Cédric » a-t-elle commencé, mais elle s'est tue en entendant des pas lourds dans le couloir. Un instant plus tard, il est entré dans la cuisine, grand, large d'épaules, avec une expression de pierre sur le visage. Il tenait quelque chose enveloppé dans un mouchoir. « Bonjour, Marthe, » dit-il avec un faux sourire. « Bien dormi. »« Très bien, merci. » J'essayais de paraître calme, même si mon cœur battait dans ma gorge. « Tu voulais me parler ?»« Oui. » Il s'est assis en bout de table, posant le paquet devant lui. « À propos de ta boîte à bijoux. » J'ai hoché la tête, attendant qu'il continue. Evelyne s'est figée sur sa chaise, pâle comme un linge. « Quand l'as-tu ouverte pour la dernière fois ?» a demandé Cédric. « Hier soir, quand tu me l'as donnée. Et tout était là. » J'ai hésité. Devais-je lui parler de la bague manquante? Ou attendre de voir où il voulait en venir? Enfin, pas tout à fait, ai-je décidé d'être honnête. L'alliance de Georges a disparu. Je la gardais sur une chaîne. Cédric a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. « Tu sais, Marthe, je remarque des choses étranges ces derniers temps, » dit-il lentement, entraînant ses mots. « Des choses qui disparaissent. D'abord des petites choses. De l'argent de mon portefeuille, puis la montre d'Evelyne, puis les boucles d'oreilles de sa mère. »« Cédric, » l'interrompit doucement Evelyne. « Peut-être que tu ne devrais pas. »« Tais-toi, » a-t-il claqué, et elle a grincé des dents comme si elle avait été frappée. « Je vais régler ça une bonne fois pour toutes. »
Il s'est tourné vers moi, et j'ai vu une fureur froide dans ses yeux. Et hier, j'ai décidé de vérifier ta boîte à bijoux, Marthe. Et tu sais ce que j'y ai trouvé? Il a déplié le mouchoir, et une bague en or avec un petit diamant a brillé sur la table. La bague de fiançailles de ma mère. Celle qui a disparu il y a un mois. Je fixais la bague, incapable de croire mes yeux. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Ce n'est pas à moi, dis-je fermement. Je n'ai jamais pris tes affaires, Cédric. Ne me mens pas. Il a frappé du poing sur la table si fort que les tasses ont sauté. Elle était dans ta boîte à bijoux. Tu l'as prise quand tu es resté chez nous le mois dernier. Ce n'est pas vrai. J'essayais de rester calme, bien que je tremble à l'intérieur. Je ne suis pas une voleuse, Cédric, et tu le sais. Je sais. Il a souri amèrement. Tout ce que je sais, c'est que depuis la mort de Georges, tu te plains d'argent. Je sais que tu es jalouse de notre maison, de notre vie. Je sais que tu ne m'approuves pas comme mari de ta fille, et c'est ta façon de te venger, en nous volant nos affaires. Evelyne sanglotait doucement, le visage couvert de ses mains. Je l'ai regardée, m'attendant à ce qu'elle prenne ma défense, à ce qu'elle dise un mot pour moi, mais elle est restée silencieuse. « Evelyne, ai-je dit à ma fille, tu ne crois pas ça, n'est-ce pas ?» Elle a levé les yeux vers moi, les yeux remplis de larmes, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il y a eu un bruit de bruissement à la porte de la cuisine. Nous nous sommes tous retournés et avons vu Léo et Pénélope, debout, l'air effrayés par ce qui se passait. « Papa !» dit Léo avec incertitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» Cédric s'est tourné vers les enfants, et son visage a changé instantanément. La colère a fait place à une fausse tristesse. « Les enfants, je suis vraiment désolé, mais j'ai quelque chose à vous dire, » a-t-il dit en leur faisant signe de s'approcher. « Vous vous souvenez de la bague de Mamie Price qui avait disparu? Je l'ai retrouvée. Chez votre mamie Marthe. » Pénélope m'a regardée, confuse. « Mamie a pris la bague de quelqu'un d'autre. »« Non, » m'écriai-je. « Jamais. Cédric, ne mêle pas les enfants à ça. » Mais il ne semblait pas m'entendre. « Oui, Pénélope. Mamie Marthe a pris des choses qui ne lui appartenaient pas, » a-t-il dit doucement, comme s'il expliquait un concept difficile. « Parfois, les adultes font de mauvaises choses quand ils n'ont pas assez d'argent. C'est un mensonge. » J'ai sauté de ma chaise, sentant le sang me monter au visage. Je n'ai jamais rien pris qui ne m'appartenait pas. « Cédric, arrête ça tout de suite. »« Vous voyez, » a-t-il dit aux enfants, m'ignorant. « C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle vienne si souvent. Je savais que quelque chose n'allait pas. » Léo me regardait avec horreur et incrédulité. Pénélope s'est mise à pleurer. « Mais mamie ne peut pas être une voleuse, » a-t-elle murmuré à travers ses larmes. « Elle est gentille. »« Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils semblent être, ma puce, » a dit Cédric en lui tapotant la tête. « Je suis vraiment désolé. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon propre beau-frère m'accusait de vol devant mes petits-enfants, et ma fille se tenait là, silencieuse, permettant que cela se produise. « Evelyne, » je me suis tournée vers elle, la voix tremblante. « Dis-leur la vérité. Tu me connais depuis toujours. Tu sais que je ne ferai jamais. »« Maman » a-t-elle finalement dit, sa voix à peine audible. « Avoue, s'il te plaît. Ce sera plus simple pour tout le monde. » Je me suis figée, incapable de croire mes oreilles. Ma propre fille, la chair de ma chair, me trahissait, acceptant de fausses accusations, me privant de la dernière chose qui me restait, le respect de mes petits-enfants. « Je n'avouerai pas quelque chose que je n'ai pas fait, » ai-je dit, sentant les larmes monter à ma gorge. « Jamais. » Cédric a secoué la tête, feignant le regret. « Alors je suis vraiment désolée, Marthe, mais je dois te demander de partir. Tout de suite. Je ne peux pas permettre que tu restes dans ma maison, près de mes enfants. »« Mais, papa, » a commencé Léo. « Le bus de mamie est à 14 heures. »« Ça n'a pas d'importance, » l'a coupé Cédric. « Elle trouvera bien où aller. N'est-ce pas, Marthe ?» Je les ai tous regardés. Cédric, triomphant. Evelyne, brisée. Les enfants, effrayés. Et j'ai senti quelque chose mourir en moi. La foi en la famille. L'espoir de justice. Je ne sais pas. Mais c'était une douleur que je n'avais pas ressentie, même après la mort de Georges. « Je pars » ai-je dit en me levant. Mais sachez-le, je n'ai jamais pris ce qui n'était pas à moi. Jamais. Je me suis dirigée vers la porte, mais je me suis arrêtée, me retournant vers la boîte sur la table.
Ceci est à moi, ai-je dit en la prenant et en la pressant fermement contre ma poitrine. Et je prouverai mon innocence. Je vous le promets. Cédric a souri. Bien sûr, Marthe. Bonne chance avec ça. Je suis passé devant les enfants, essayant de ne pas croiser leurs yeux, pleins de larmes et de confusion. Je suis monté dans la chambre d'amis et j'ai rapidement rassemblé mes affaires. La caméra était toujours sur l'étagère, discrète, mais j'espérais qu'elle avait capturé tout ce qui s'était passé dans la pièce pendant mon absence. En descendant avec mon sac, j'ai vu Evelyne debout dans le couloir. Elle était seule. Cédric avait emmené les enfants au salon. « Maman » a-t-elle chuchoté. « Je ne crois pas que tu sois une voleuse, mais Cédric, il est si convaincant. Et ils ont vraiment trouvé la bague dans ta boîte à bijoux. Que quelqu'un a forcé, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Tu sais que la serrure était cassée. Tu sais que je ne prendrai jamais quelque chose qui ne m'appartient pas. Je sais, a-t-elle baissé les yeux. Mais je ne peux rien faire. Elle te contrôle, ai-je terminé pour elle. Et tu le laisses faire. Tu le laisses détruire notre famille. M'humilier devant mes petits-enfants. Comment peux-tu, Evelyne ? Des larmes ont coulé sur ses joues. Tu ne comprends pas, maman. Tu ne sais pas ce que c'est. Si, je sais, ai-je dit, me sentant soudain si fatiguée que même ma colère s'est estompée. J'en sais plus que tu ne le penses. Et je t'aiderai, même si tu ne m'as pas aidé. J'ai ouvert la porte d'entrée. Il avait déjà commencé à pleuvoir. Une pluie fine et froide qui pénétrait jusqu'aux os. Le temps parfait pour le jour le plus difficile de ma vie. Au revoir, Evelyne. Maman, attends. Elle a attrapé mon bras. Où vas-tu? Il pleut et le bus ne passe pas avant des heures. Je trouverai bien où aller, ai-je répété les mots de Cédric avec une ironie amère. Ne t'inquiète pas pour moi. Inquiète-toi pour tes enfants, qui grandissent en voyant leur père maltraiter leur mère et humilier leur grand-mère. Je suis sortie sous la pluie sans me retourner. Mon sac pesait lourdement sur mon épaule, et la boîte cachée à l'intérieur semblait incroyablement lourde. Mais le plus lourd de tout était mon cœur. Brisé par la trahison de mes proches. Les rues de Cherbourg étaient presque vides en ce dimanche matin. Les quelques passants se hâtaient de s'abriter de la pluie, ne prêtant aucune attention à la femme âgée avec un sac qui errait lentement le long du trottoir. Je marchais sans regarder où j'allais, essayant juste de m'éloigner le plus possible de la maison de ma fille. 2 rues plus loin, j'ai trouvé un petit café qui était ouvert malgré l'heure matinale. La clochette a tinté quand je suis entrée, et une serveuse âgée derrière le comptoir a levé les yeux. « Sale temps, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit joyeusement. « Installez-vous où vous voulez. » J'ai choisi une table près de la fenêtre, d'où je pouvais voir la pluie transformer la rue en une toile grise et floue. Comme ma vie. Hier, elle était lumineuse et pleine de sens. Aujourd'hui, elle semblait incolore et sans forme. « Un café ?» a demandé la serveuse en s'approchant avec un calepin. « Oui, s'il vous plaît, » ai-je dit sans même regarder le menu. « Je peux utiliser votre téléphone. » Bien sûr, ma petite dame. Elle a fait un signe de tête vers le téléphone sur le mur près de la caisse. Tout va bien. J'ai essayé de sourire, mais ça n'est pas sorti. Juste un petit problème de famille. Rien de grave. Elle a hoché la tête avec compréhension et s'est éloignée pour préparer mon café. J'ai sorti un carnet usé de mon sac où je gardais les numéros importants. Parmi eux, celui de Vincent Coulon, mon voisin, un ancien policier qui me ramenait parfois du supermarché et m'aidait pour les petites réparations à la maison. Peut-être qu'il pourrait me retrouver à la gare routière, si j'avais de la chance, même venir me chercher ici. Ce serait mieux que de rester assise dans un café jusqu'à 14 heures, puis de passer une autre heure dans un bus, mouillé et humilié. Je suis allée au téléphone et j'ai composé le numéro. Après la 3e sonnerie, une voix rauque familière a répondu. Coulon à l'appareil. Vincent, c'est Marthe Adlington. J'ai essayé de parler d'une voix égale, mais elle m'a trahi et a tremblé. Votre voisine de la rue du Chêne. Marthe. Sa voix semblait surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Pas vraiment, ai-je soupiré profondément. Je suis à Cherbourg, chez ma fille. Enfin, plus chez ma fille. Je dois rentrer, mais le bus ne part qu'à 14 heures. Je pensais que peut-être. Donnez-moi votre adresse, m'a-t-il interrompu sans hésitation. J'arrive. J'ai senti les larmes de gratitude me monter aux yeux. Je suis au café de Génie,
au coin de la rue de l'Érable et de la 5e. Mais je ne veux pas vous déranger. Peut-être que vous pourriez juste me retrouver à la gare routière. Je serai là dans 40 minutes, a-t-il dit fermement. Ne bougez pas. En retournant à ma table, j'ai enroulé mes mains autour de la tasse de café chaude, essayant de me réchauffer. Mes vêtements mouillés collaient à mon corps, et mes cheveux gris s'étaient échappés de leur chignon et pendaient en mèches humides. Je devais avoir l'air d'une vraie folle de la ville. Que dirait Georges s'il me voyait comme ça? Il gronderait probablement d'abord Cédric, puis Evelyne, puis il me serrerait dans ses bras et dirait « Marthe, ma vieille, ne te laisse pas abattre. Tu es plus forte que tu ne le penses. » J'ai sorti mon portefeuille de mon sac pour payer le café et j'ai senti la carte mémoire de la caméra, ce petit bout de plastique qui contenait peut-être la preuve de mon innocence. Je devais visionner l'enregistrement le plus vite possible. La pluie redoublait, tambourinant sur les vitres du café. J'étais assise là, à regarder par la fenêtre, me sentant complètement anéantie. Mon beau-frère m'avait accusé de voler des bijoux de famille devant mes petits-enfants. Ma fille n'avait pas pris ma défense. Et maintenant, j'étais assise dans un café inconnu, mouillée et seule, attendant un voisin qui m'avait montré plus de gentillesse que ma propre famille. Dans ma poche se trouvait une carte mémoire, mon seul espoir de prouver mon innocence et peut-être de révéler le vrai visage de Cédric. Mais pour l'instant, cela semblait si lointain et irréel. Tout ce que je ressentais, c'était la douleur de la trahison et le froid de cette matinée pluvieuse d'avril qui me pénétrait jusqu'à la moelle. Vincent Coulon est arrivé exactement 40 minutes plus tard, comme promis. J'ai vu sa vieille Ford bleue s'arrêter devant le café et j'ai ressenti un tel soulagement que j'ai failli pleurer. Il est entré en secouant la pluie de sa veste en cuir usé et m'a repéré tout de suite. Grand, voûté, avec une épaisse moustache grise et des yeux bleus perçants. Le policier à la retraite typique qui n'avait pas perdu son sens de l'observation professionnelle. « Marthe » a-t-il dit en s'approchant de ma table et en me jetant un rapide coup d'œil évaluateur. « Vous êtes trempée jusqu'aux os. » Je ne suis pas restée longtemps sous la pluie, ai-je répondu en me levant. « Merci d'être venu, Vincent. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. »« N'en parlons plus » a-t-il fait d'un geste de la main. Je devais de toute façon venir en ville pour un nouveau tuyau d'arrosage. Vous êtes prête? J'ai hoché la tête et sorti mon portefeuille pour payer le café. J'ai déjà payé, a dit Vincent. Allons-y. La voiture est chaude. La voiture était chaude. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité, posé mon sac sur mes genoux, et seulement alors je me suis permis de me détendre. Un peu. Nous avons roulé sur la rue principale de Cherbourg, en direction de la sortie de la ville. Alors, a dit Vincent, en gardant les yeux sur la route. Que s'est-il passé chez votre fille? J'ai pris une profonde inspiration. Par où commencer? Comment expliquer toute cette situation sordide sans faire passer Evelyne pour une mauvaise personne? On m'a accusé de vol, ai-je finalement dit. Cédric, mon beau-frère, il a dit que j'avais volé les bijoux de sa mère. Vincent a grogné mais n'a rien dit, attendant que je continue. Il a fait une scène devant les enfants. Il a dit qu'il avait trouvé la bague de sa mère dans ma boîte à bijoux. Mais je n'ai jamais vu cette bague de ma vie. Ma voix a tremblé. Et Evelyne, elle n'a pas dit un mot. Elle est restée là à le laisser m'accuser devant ses petits-enfants. Je vois, a hoché la tête Vincent. Situation désagréable. Que allez-vous faire? J'ai serré mon sac plus fort. J'ai une preuve. Du moins, j'espère. Vincent m'a jeté un coup d'œil, en haussant un sourcil. Une preuve. J'ai installé une caméra dans la chambre d'amis, ai-je avoué, ressentant un étrange soulagement de pouvoir enfin le dire à quelqu'un. Une petite, discrète. Elle enregistre sur une carte mémoire. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas dans la maison quand de l'argent a disparu de mon portefeuille la dernière fois. H.M. Vincent a souri légèrement sous sa moustache. Pas mal pour une détective débutante. Qu'y a-t-il sur l'enregistrement? Je ne sais pas. J'ai secoué la tête. Je ne l'ai pas encore regardé. J'ai besoin d'un ordinateur. J'ai un portable à la maison, a-t-il dit. Vous pourrez l'utiliser. Nous avons fait le reste du trajet en silence. Je regardais défiler les banlieues de Cherbourg, qui laissaient progressivement place à des paysages ruraux, et je pensais à la rapidité avec laquelle des choses qui avaient mis des années à se construire pouvaient être détruites. La confiance, le respect, la famille. Tout semblait si fragile maintenant. Notre quartier nous a accueillis avec la même pluie, mais moins forte. Vincent s'est arrêté devant sa maison,
Une proprette maison de plein pied de l'autre côté de la rue de la mienne. Entrez, a-t-il dit en coupant le moteur. Prenez une tisane chaude, séchez vos vêtements, et ensuite nous regarderons votre enregistrement. Je l'ai suivi sur l'allée mouillée jusqu'au perron. À l'intérieur, la maison de Vincent était exactement comme je l'avais imaginé. Simple, fonctionnelle, un peu démodée. Les meubles étaient robustes, mais pas neufs. Sur les murs, des photographies de Vincent en uniforme de police avec d'autres personnes, vraisemblablement des collègues. L'une avec une femme, probablement sa défunte épouse, qu'il mentionnait parfois. La salle de bain est par là, a-t-il dit en montrant une porte dans le couloir. Vous y trouverez une serviette. Je mets la bouilloire en marche. 15 minutes plus tard, après m'être changé en vêtements secs de mon sac et avoir séché mes cheveux avec une serviette, j'étais assise à la table de la cuisine de Vincent avec une tasse de tisane chaude. Il s'est assis en face de moi, plaçant son ordinateur portable ouvert entre nous. « Voyons ce que vous avez là », a-t-il dit. J'ai sorti la carte mémoire de mon sac à main et la lui ai tendue. Mes mains tremblaient d'excitation. Et si la caméra n'avait pas fonctionné? Et si Cédric l'avait trouvé et effacé l'enregistrement? Et si j'avais vraiment l'air d'une vieille femme paranoïaque espionnant sa propre famille? Vincent a inséré la carte dans l'ordinateur portable et a cliqué plusieurs fois avec la souris. Il y a plusieurs fichiers ici, a-t-il dit. Ils sont datés. Lequel nous faut-il? Celui d'hier, je pense, ai-je répondu. J'ai installé la caméra samedi soir, après avoir parlé à Cédric. Il a hoché la tête et a ouvert le fichier. L'écran est devenu noir un instant. Puis une image de la chambre d'amis de la maison d'Evelyne est apparue. La qualité n'était pas parfaite, mais c'était assez clair. Je pouvais voir le lit, la table de chevet, une partie de l'armoire et la porte. Il n'y avait pas de son. J'avais oublié d'activer cette fonction. On va devoir avancer rapidement, a dit Vincent. Il y a plusieurs heures de séquence ici. Il a accéléré la lecture. Des images d'une pièce vide ont défilé sur l'écran. Parfois, j'apparaissais, me coiffant, lisant un livre, me préparant pour la nuit. Stop, a dit Vincent soudainement, ralentissant la lecture. Quelqu'un entre. Je me suis penché en avant, scrutant l'écran. Cédric est entré dans la pièce. Il a regardé autour de lui, a écouté, puis s'est rapidement dirigé vers mon sac, qui était posé près du lit. Il a commencé à y fouiller, l'air de plus en plus agacé. Puis il s'est arrêté comme s'il avait entendu quelque chose et a rapidement quitté la pièce. C'était hier après-midi, ai-je dit. Quand j'étais avec les enfants. Vincent a avancé rapidement l'enregistrement. Cédric est réapparu, mais cette fois, c'était la nuit, à en juger par l'obscurité à l'extérieur de la fenêtre et la veilleuse qui était allumée. Je devais être endormi à ce moment-là. Il a de nouveau regardé autour de lui, puis s'est dirigé vers la table de chevet où se trouvait ma boîte à bijoux. Il l'a prise, a examiné la serrure, puis a sorti quelque chose de sa poche, un tournevis ou un couteau, et a commencé à forcer la serrure. J'ai senti tout se glacer en moi. C'était ça, la preuve. Cédric était en train de forcer ma boîte à bijoux. Dans l'enregistrement, il a finalement ouvert la boîte, a rapidement fouillé le contenu, puis a sorti un petit objet de sa poche, une bague, et l'a placée parmi mes bijoux. Puis il a refermé la boîte, l'a remise à sa place et a quitté la pièce. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. Il a mis la bague dans ma boîte à bijoux. On dirait bien, a hoché la tête Vincent. Regardons la suite. Le moment intéressant suivant est arrivé tôt le matin. Cédric est de nouveau entré dans la pièce, mais cette fois, il n'était pas seul. Evelyne était avec lui. Ils se tenaient à la porte et, à en juger par leurs gestes, se disputaient. Evelyne secouait la tête et essayait de partir, mais Cédric l'a attrapée par le bras et lui a dit quelque chose, se penchant près de son visage. Elle a grimacé, a hoché la tête, et ils sont partis tous les deux. Dommage qu'il n'y ait pas de son, a dit Vincent. Mais c'est assez clair comme ça. Il intimide votre fille. J'ai hoché la tête en silence, sentant les larmes me monter aux yeux. Pauvre Evelyne. J'aurais dû réaliser plus tôt ce qui se passait chez elle. Attendez. Vincent a de nouveau mis l'enregistrement en pause. Il est de retour. Effectivement, quelques minutes plus tard, Cédric est de nouveau entré dans la pièce, cette fois avec un téléphone à la main. Il s'est assis sur le bord de mon lit et a commencé à parler au téléphone, jetant fréquemment des coups d'œil à la porte. À un moment donné, il s'est levé et a fait les 100 pas dans la pièce, gesticulant sauvagement.
Il était clair que la conversation était désagréable. Le visage de Cédric était crispé de colère, et il a frappé plusieurs fois son poing dans sa paume. « C'est dommage qu'on ne sache pas à qui il parle, ai-je dit. »« Oui, c'est difficile à dire sans le son, » a convenu Vincent. « Mais on dirait qu'il parle à un créancier. » Ces gestes, a-t-il montré l'écran où Cédric faisait un geste de compter de l'argent, signifient généralement une discussion sur une dette. Je me suis souvenu du comportement étrange de mon beau-frère ces derniers mois, de sa nervosité, de ses conversations sur les finances. Vous pensez qu'il a des problèmes d'argent? Fort possible, a haussé les épaules Vincent. Et à en juger par son comportement, de sérieux problèmes. Nous avons continué à regarder. Cédric a terminé son appel téléphonique, est resté assis quelques minutes de plus la tête dans les mains, puis s'est levé brusquement et a quitté la pièce. Le moment significatif suivant a eu lieu le matin. J'ai reconnu la lumière du petit matin à l'extérieur de la fenêtre. Evelyne est entrée dans la pièce avec une tasse de tisane. Elle l'a posée sur la table de chevet, a regardé autour d'elle, puis s'est dirigée vers mon sac. Elle a hésité, comme si elle se battait avec elle-même, puis l'a rapidement ouvert et y a mis quelque chose. Un mot. Puis elle est partie aussi vite. Qu'est-ce qu'elle a mis dans votre sac? J'ai plissé les yeux pour essayer de déchiffrer l'écriture floue. Je ne vois pas, a secoué la tête Vincent. Quelque chose de petit. Vérifiez votre sac. J'ai rapidement ouvert mon sac et commencé à fouiller son contenu. Rien d'inhabituel. Des vêtements, des articles de toilette, un livre. Attendez. J'ai sorti le livre que j'avais emporté avec moi en voyage. Un roman policier d'Agatha Christie bien usé. Un morceau de papier plié en est tombé. Ici, j'ai déplié le mot. C'était l'écriture d'Evelyne, petite et inégale, comme si elle l'avait écrit à la hâte. Maman, je suis désolée. C est criblé de dettes à cause du jeu. Il menace de m'enlever les enfants si je ne l'aide pas. J'ai peur pour eux. S'il te plaît, sois prudente. Ne lui fais pas confiance. Alors voilà ce que c'est, a dit Vincent doucement, en lisant le mot par-dessus mon épaule. Le jeu. Pauvre Evelyne, ai-je dit en pressant le mot contre ma poitrine. Elle a peur de lui. Peur pour les enfants. Vincent est retourné à l'ordinateur portable et a continué à regarder. Le dernier fragment de l'enregistrement montrait Cédric entrant à nouveau dans la pièce, cette fois avec la nette intention de la fouiller de fond en comble. Il a vérifié tous les tiroirs, a regardé sous le lit et a même fouillé dans les livres sur l'étagère où la caméra était cachée. Un instant, j'ai retenu mon souffle. Il allait la trouver. Mais Cédric était apparemment pressé et n'a pas remarqué le petit appareil. Il a continué sa recherche, de plus en plus irrité, et finalement, ne trouvant rien d'intéressant, a quitté la pièce en claquant la porte derrière lui. C'est là que l'enregistrement s'est terminé. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, stupéfaite par ce que j'avais vu. Maintenant, c'est clair ce qui s'est passé, a dit Vincent en fermant le fichier. Votre beau-frère est endetté à cause du jeu. Il a besoin d'argent de toute urgence, alors il a décidé de se débarrasser de vous en vous accusant de vol. Peut-être qu'il comptait sur l'argent de l'assurance des bijoux ou voulait simplement détourner les soupçons de lui. Mais pourquoi impliquer les enfants? Je n'arrivais toujours pas à comprendre la cruauté de Cédric. Pourquoi devait-il m'humilier devant eux? Pour convaincre tout le monde de votre culpabilité, a expliqué Vincent. Les enfants sont sincères. S'ils ne croyaient pas que vous étiez capable de vol, ils auraient pu vous défendre ou poser des questions gênantes. Cédric avait besoin de les monter contre vous. Je me suis souvenu des visages de mes petits-enfants, effrayés, confus, leurs yeux remplis de larmes. Cédric leur avait enlevé non seulement leur grand-mère, mais aussi leur conviction que les plus proches étaient toujours honnêtes et gentils. « Que dois-je faire maintenant, Vincent ?» ai-je demandé, me sentant complètement perdu. J'ai l'enregistrement, mais qui croirait une vieille femme qui accuse son gendre de falsification? Vincent a caressé sa moustache pensivement. La police ne s'impliquera probablement pas dans un conflit familial sans preuve claire de violence, a-t-il dit. Mais l'enregistrement est un bon début. Nous avons besoin de plus d'informations sur les dettes de Cédric. À qui doit-il? Combien? À quel point ces problèmes sont-ils graves? Je ne sais pas. Ai-je secoué la tête? Evelyne n'a jamais mentionné de difficultés financières. Au contraire, Cédric se vantait toujours de la façon dont il s'en sortait bien. Typique des joueurs, a reniflé Vincent. Maintenir l'apparence de la prospérité jusqu'à la toute fin.
Et le mot de votre fille confirme qu'il la menace, elle et les enfants. C'est grave. J'ai relu le mot d'Evelyne. J'ai peur pour eux. Que voulait-elle dire exactement? Violence physique ou menace de lui retirer ses droits parentaux? Dans tous les cas, ma fille et mes petits-enfants étaient en danger, et j'étais assise ici, de l'autre côté de la ville, impuissante et confuse. Nous devons y retourner, ai-je dit fermement. Montrer à Evelyne le mot. La convaincre de quitter Cédric et d'emmener les enfants avec elle. Vincent a secoué la tête. Pas si vite, Marthe. Si Cédric doit vraiment beaucoup d'argent à des gens dangereux, une confrontation directe pourrait être dangereuse. Nous avons besoin d'un plan. Quel plan? Je commençais à perdre patience. Chaque heure que mes petits-enfants passent avec cet homme pourrait être dangereuse pour eux. Je comprends votre inquiétude, a dit Vincent doucement. Mais réfléchissons rationnellement. Si nous débarquons là-bas avec des accusations, Cédric niera tout. Il dira que l'enregistrement est faux, que vous avez tout inventé par vengeance. Et Evelyne, j'ai peur qu'elle ne vous soutienne pas publiquement si elle a peur pour les enfants. Je devais admettre qu'il avait raison. Evelyne avait déjà montré que sa peur de son mari était plus forte que son amour et son respect pour sa mère. Nous ne pouvions pas compter sur elle pour trouver soudainement la force de lui tenir tête. Que suggérez-vous? Ai-je demandé en essayant de me calmer. Vincent s'est levé et a fait les 100 pas dans la cuisine, réfléchissant clairement. D'abord, nous devons faire une copie de cet enregistrement, a-t-il dit. Juste au cas où. Deuxièmement, en savoir plus sur la situation financière de Cédric. J'ai un ami dans la police qui peut discrètement découvrir si votre gendre a des liens avec des cercles de jeux clandestins. Et pendant ce temps, Evelyne et les enfants restent avec lui, ai-je fait remarquer amèrement. Oui, mais nous agirons rapidement, m'a assuré Vincent. Et une dernière chose, vous devez contacter Evelyne. Faites-lui savoir que vous avez des preuves de son innocence et que vous êtes prête à l'aider. Comment? J'ai écarté les mains. Cédric contrôle probablement toutes ses communications, téléphone, courrier. Il y a des moyens, a dit Vincent pensivement. Par exemple, par son travail. Elle travaille toujours à l'hôpital de Cherbourg, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Elle est infirmière dans le service de pédiatrie 3 jours par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Parfait, a souri Vincent. Donc, elle y sera demain. Nous pourrions aller la voir pendant sa pause déjeuner, dans un lieu public où Cédric ne peut pas interférer. Le plan commençait à prendre forme, et j'ai senti l'espoir revenir. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être que je pourrais regagner la confiance de mes petits-enfants et aider ma fille à sortir de cette situation terrible. Merci, Vincent, ai-je dit sincèrement. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Il a fait un geste de la main dédaigneux. Ce n'est rien. Les voisins doivent s'entraider. En plus, a-t-il ajouté avec un léger sourire, j'ai travaillé dans la police pendant 30 ans. Parfois, les enquêtes me manquent. J'ai souri en retour, pour la première fois de cette longue et difficile journée. Alors, élaborons un plan. Que devons-nous faire avant demain? Vincent est retourné à la table et a ouvert un nouveau fichier sur son ordinateur portable. Premièrement, copier l'enregistrement et le sauvegarder quelque part en lieu sûr. Deuxièmement, j'appellerai mon ami au commissariat de police et je me renseignerai discrètement sur Cédric. Troisièmement, nous devons préparer la conversation avec Evelyne, décider exactement ce que nous allons lui dire et comment nous allons la convaincre d'agir. J'ai hoché la tête, ajoutant mentalement un autre point à la liste. Préparer la rencontre avec les petits-enfants. Je devais trouver un moyen d'expliquer ce qui s'était passé sans détruire complètement leur image de leur famille et leur confiance. Nous avons passé plusieurs heures à élaborer un plan. Vincent était méthodique et minutieux, comme il sied à un ancien policier. Il a envisagé tous les scénarios possibles, calculé les risques et suggéré des solutions alternatives. J'écoutais, posais des questions et parfois argumentais, mais dans l'ensemble, je faisais confiance à son expérience. Le soir, nous avions un plan d'action clair pour les jours à venir. La première étape était de rencontrer Evelyne à l'hôpital. Ensuite, en fonction de sa réaction, nous l'aiderions, elle et les enfants, à s'échapper de chez Cédric, où nous rassemblerions plus de preuves de ses machinations et irions à la police. Nous devons être préparés à la possibilité qu'Evelyne ne veuille pas de notre aide, a prévenu Vincent. Les victimes de violences domestiques défendent souvent leurs agresseurs, surtout quand il y a des enfants impliqués. Je sais, ai-je soupiré. Mais j'ai des preuves. Elle doit me croire.
Espérons-le, a-t-il hoché la tête. Maintenant, vous devez vous reposer. La journée a été rude. Je me suis sentie soudain épuisée, physiquement et émotionnellement. Les événements de la journée pesaient lourdement sur moi, et tout ce que je voulais, c'était m'allonger et tout oublier. Mais les pensées de mes petits-enfants, qui étaient toujours avec Cédric, ne me quittaient pas. « Je vous raccompagne chez vous », a dit Vincent en remarquant mon état. La pluie s'est presque arrêtée. « Merci, mais j'habite de l'autre côté de la rue. » Ai-je souri faiblement. « Ça ira. »« Quand même, » a-t-il insisté. « Prenez mon parapluie, au cas où. » Nous sommes sortis sur le perron. Il commençait à faire nuit. La pluie s'était en effet presque arrêtée, avec seulement quelques gouttes qui tombaient ici et là. L'air était frais, sentant la terre humide et les feuilles en fleurs. Le printemps arrivait, après tout, malgré tout. Nous avons traversé la rue en silence. Ma maison avait l'air calme et sombre, comme si elle attendait le retour de sa maîtresse. J'ai sorti mes clés, mais avant d'ouvrir la porte, je me suis tournée vers Vincent. « Merci pour tout. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. » Il avait l'air légèrement embarrassé, passant d'un pied sur l'autre. « Ne me remerciez pas, Marthe. Reposez-vous bien. Demain est un jour important. » J'ai hoché la tête, sentant soudain une boule dans ma gorge. C'était étrange de voir comment un étranger m'avait montré plus d'inquiétude et de compréhension que ma propre famille. Bien que peut-être, Vincent n'était plus un si grand étranger. Nous étions voisins depuis plus de 10 ans, échangeant des politesses et nous aidant occasionnellement pour de petites choses. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai vraiment apprécié sa présence dans ma vie. « À demain », ai-je dit en ouvrant la porte. « À demain », a-t-il hoché la tête. « Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. N'importe quand. » En entrant dans la maison, j'ai immédiatement senti une odeur familière. Le vieux bois, les livres, la lavande que j'avais placée dans les placards. Tout ici était familier, sûr, et pourtant, pour la première fois depuis de nombreuses années, la maison semblait trop vide, trop silencieuse. Je suis entrée dans le salon sans allumer les lumières. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où Georges aimait s'asseoir en lisant le journal du soir. Maintenant, j'avais plus que jamais besoin de ses conseils et de son soutien. « Que ferais-tu, Georges » ai-je chuchoté dans le vide. « Comment protégerais-tu Evelyne et les enfants ?» Bien sûr, il n'y a pas eu de réponse, seulement le tic-tac de la vieille horloge sur le mur et le crépitement de la pluie à l'extérieur de la fenêtre. Mais pour une raison quelconque, j'étais sûre que Georges aurait approuvé notre plan. Il avait toujours été en faveur d'une action décisive, surtout lorsqu'il s'agissait de la famille. J'ai sorti la boîte à bijoux de mon sac et l'ai ouverte. J'ai trié les objets familiers. Le bracelet en argent de ma grand-mère, la broche en perles de ma mère, les boucles d'oreilles de Georges, et une bague qui ne m'appartenait pas, plantée par Cédric. Elle avait l'air déplacée parmi mes modestes trésors. Trop neuve, trop brillante. Probablement achetée récemment, spécialement pour cette mise en scène. Demain, je verrai Evelyne. Je lui montrerai l'enregistrement. Je lui expliquerai que je suis prête à l'aider, qu'elle n'est pas seule. Je m'enfuirai pour récupérer les enfants et m'éloigner de Cédric avant qu'il ne soit trop tard. Et si elle refuse, eh bien, alors je devrais passer au plan B, rassembler plus de preuves contre Cédric et aller à la police. Je ne pouvais pas le laisser ruiner la vie de ma fille et de mes petits-enfants. Avec ces pensées en tête, je suis finalement montée dans ma chambre, me sentant épuisée. Demain serait un nouveau jour, un jour où je commencerai à me battre pour ma famille. Le lundi matin s'est levé ensoleillé, comme si la nature avait décidé de se rattraper de la pluie d'hier. Je me suis réveillée tôt, avant 6 heures, le cœur lourd mais avec détermination. Aujourd'hui, tout devait changer. Après avoir pris une douche et m'être habillée, j'ai choisi mes vêtements plus soigneusement que d'habitude. Une robe bleu foncé avec une veste, un peu de maquillage, et les boucles d'oreilles en perles que Georges m'avait offertes. Je voulais avoir l'air posée et confiante, pas la vieille femme brisée qu'ils avaient vue hier. À 8 heures, la sonnette a retenti. Vincent, ponctuel comme toujours, se tenait sur le pas de la porte dans sa veste en cuir habituelle. Mais aujourd'hui, il portait une cravate, ce qui lui donnait un air particulièrement formel. « Bonjour, Marthe » a-t-il hoché la tête. « Vous êtes prête ?»« Aussi prête que possible » ai-je répondu, en prenant mon sac contenant mon ordinateur portable avec mes notes et les documents que nous avions rassemblés la veille. Le trajet jusqu'à Cherbourg a duré environ 40 minutes. Nous avons roulé en silence, chacun perdu dans ses propres pensées.
Je regardais le paysage défiler et je pensais à la façon dont ma vie avait changé en seulement 2 jours. Samedi, j'étais juste une veuve âgée rendant visite à sa fille et à ses petits-enfants. Aujourd'hui, je me rendais sur place pour les sauver de l'homme qu'ils appelaient leur mari et leur père. Avez-vous réussi à contacter votre ami de la police ? Ai-je demandé, rompant le silence. Vincent a hoché la tête, en gardant les yeux sur la route. Oui, je l'ai appelé hier soir. Cédric Price est bien connu dans certains cercles. Il doit de l'argent à plusieurs casinos clandestins et à un usurier local nommé Radcliffe. Mon ami ne connaît pas le montant exact, mais il semble s'agir de plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'ai eu le souffle coupé. La somme semblait astronomique. Comment a-t-il pu ? Ils ont des enfants, un prêt immobilier. L'addiction au jeu défie la logique, a répondu Vincent d'un air sombre. Les gens perdent tout, leur maison, leur famille, leur travail, et continuent de jouer, en espérant un gros gain qui réglera tout. Nous nous sommes garés devant l'hôpital de la ville de Cherbourg, un imposant bâtiment de verre et de béton. Vincent s'est garé sur le parking des visiteurs. Il est 9h30, a-t-il dit en vérifiant sa montre. Si je comprends bien, la pause déjeuner des infirmières commence à midi. Oui, ai-je hoché la tête. Evelyne mange habituellement à la cafétéria au rez-de-chaussée. Elle n'a que 30 minutes, donc nous devons être concis. D'accord, a réfléchi Vincent un instant. Alors voici le plan. D'abord, vous y allez seul. Trouvez Evelyne et demandez-lui si elle peut vous accorder un peu de temps pendant sa pause déjeuner. Si elle accepte, super. Sinon, ou si elle semble effrayée, je viendrai et me présenterai. Une apparence officielle aide parfois. J'ai accepté. Vincent avait l'air impressionnant avec sa moustache grise et son regard perçant, surtout aujourd'hui avec sa cravate et son badge de vétéran de la police sur son revers. L'attente était angoissante. Nous nous sommes assis dans le hall de l'hôpital, révisant les notes d'hier et discutant de notre stratégie de conversation. Finalement, l'horloge a sonné midi moins le quart et je me suis dirigé vers les ascenseurs pour monter au service de pédiatrie. Les couloirs de l'hôpital étaient remplis de l'agitation habituelle. Médecins, infirmières, patients, visiteurs. Je marchais en essayant d'avoir l'air confiante, bien qu'à l'intérieur, j'étais un paquet de nerfs. Et si Evelyne refusait de me parler ? Et si Cédric l'avait déjà complètement monté contre moi ? Le service de pédiatrie m'a accueilli avec des dessins lumineux sur les murs et des rires d'enfants provenant de la salle de jeu. Je me suis approché du poste des infirmières où une jeune infirmière écrivait quelque chose dans un registre. « Excusez-moi, je cherche Evelyne Price », ai-je dit. « Est-elle de service aujourd'hui ?» L'infirmière a levé les yeux et a souri. « Oui, elle est dans la salle de soins. Elle devrait être libre bientôt. Vous êtes sa mère ?» Elle m'a examiné avec appréciation. « Vous lui ressemblez. »« Oui », ai-je dit, ressentant une étrange fierté à ces mots. Malgré tout ce qui s'était passé, Evelyne était toujours ma fille, ma chair et mon sang. Je l'attendrai ici, si je peux. Bien sûr, a hoché la tête l'infirmière. Asseyez-vous. Où dois-je l'appeler si c'est urgent ? Non, non, j'attendrai, ai-je répondu à la hâte. La dernière chose dont j'avais besoin était d'attirer l'attention sur notre rencontre. Je me suis assise sur l'une des chaises en plastique dans le couloir et je me suis préparée à attendre. 10 minutes plus tard, la porte de la salle de soins s'est ouverte et Evelyne en est sortie, tenant la main d'un petit garçon avec un pansement au coude. Elle l'a conduit dans sa chambre en lui disant quelque chose d'affectueux, puis s'est retournée et s'est figée en me voyant. Son visage a pâli, ses yeux se sont écarquillés de surprise et de peur. Elle a rapidement regardé autour d'elle, comme pour vérifier si quelqu'un la suivait, puis s'est dirigée rapidement vers moi. « Maman !» a-t-elle chuchoté. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis levée, sentant mes genoux trembler. « Nous devons parler, Evie. C'est important. » Elle a de nouveau regardé autour d'elle, nerveusement, en passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Un geste que je lui connaissais depuis son enfance. « Je ne peux pas. Cédric. Cédric n'est pas là, ai-je dit fermement. Et nous allons parler de lui, de ce qu'il a fait. » Evelyne s'est mordu la lèvre, luttant clairement avec elle-même. « J'ai ma pause déjeuner dans 15 minutes, a-t-elle finalement dit. Retrouve-moi à la cafétéria au rez-de-chaussée, la table dans le coin du fond, près de la fenêtre. D'accord, ai-je hoché la tête. Et Evie, j'ai un ami avec moi, un ancien policier. Il veut t'aider. Elle a tressailli, mais a hoché la tête. D'accord.
Fais juste attention. Cédric se montre parfois à l'improviste. Quand je suis descendue à la cafétéria, j'ai trouvé Vincent déjà assis à une table dans le coin. Il y avait 2 tasses de café devant lui. Elle arrive, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. Dans 15 minutes. Vincent a hoché la tête, sans montrer de surprise. D'accord. Comment a-t-elle l'air? Effrayée, ai-je répondu honnêtement. Et elle semble avoir peur que Cédric puisse se montrer ici. C'est possible. Elle a dit qu'il passe parfois à l'improviste. Vincent a froncé les sourcils. Alors nous devons être prêts à agir vite. Vous avez apporté votre ordinateur portable? J'ai hoché la tête, en tapotant mon sac. Et tous les documents aussi. Exactement 15 minutes plus tard, Evelyne est entrée dans la cafétéria. Elle avait changé sa blouse médicale pour un jean et un pull, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée et tendue. Quand elle nous a vus, elle s'est figée un instant, puis s'est dirigée d'un pas décidé vers notre table. « Salut, maman », a-t-elle dit doucement en s'asseyant à côté de moi. Puis elle s'est tournée vers Vincent. « Vous devez être l'ami dont maman parlait. » Vincent Coulon, a-t-il dit en tendant la main. « Ravi de vous rencontrer, bien que les circonstances ne soient pas des plus agréables. » Evelyne lui a serré la main avec précaution, puis s'est tournée vers moi. « Je n'ai que 25 minutes. Qu'est-ce qui se passe, maman ?» J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant mes pensées. « Evelyne, je connais la vérité sur Cédric. Sur ses dettes, sur la bague qu'il a plantée, sur tout. » Ses yeux se sont écarquillés, et elle est devenue encore plus pâle. « De quoi parles-tu » ? J'ai des preuves, ai-je interrompu, en ouvrant mon sac et en sortant mon ordinateur portable. J'ai installé une caméra dans la chambre d'amis, et elle a enregistré Cédric en train de mettre la bague dans ma boîte à bijoux. Evelyne me fixait comme si elle ne pouvait pas en croire ses oreilles. « Tu as, quoi ?» « Vois par toi-même, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur portable et en lançant l'enregistrement. « Juste ici. Tu vois ?» Il entre dans la pièce la nuit, force la serrure de la boîte et met la bague à l'intérieur. Evelyne fixait l'écran, incapable de détourner le regard, ses mains posées sur la table, serrées en poing si fort que ses articulations sont devenues blanches. « Et ici ?» ai-je continué en passant à un autre clip. Il parle au téléphone, à en juger par le ton, c'est avec un créancier. Vincent pense que c'est à propos de dettes de jeu. Radcliffe a chuchoté Evelyne, les yeux rivés sur l'écran. Son nom est Radcliffe. Il prête de l'argent à des taux exorbitants et s'il n'est pas remboursé à temps. Elle s'est tue, le visage couvert de ses mains. J'ai posé ma main sur son épaule, la sentant trembler. « Evie, ma chérie, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pu aider. » « Comment ?» a-t-elle demandé amèrement, en baissant les mains. Des larmes brillaient sur ses joues. « En lui donnant tes économies? En vendant la maison? Ça n'aurait pas résolu le problème. Cédric aurait juste perdu cet argent aussi. Il ne peut pas s'arrêter. Et ton mot? » J'ai sorti le morceau de papier plié que j'avais trouvé dans le livre. « Tu as écrit qu'il menaçait de t'enlever les enfants. C'est vrai. » Evelyne a hoché la tête, en essuyant ses larmes. Il dit que si je pars ou si je cherche de l'aide, il prouvera que je suis une mauvaise mère, que je travaille trop et que je ne m'occupe pas assez des enfants, qu'il se battra pour la garde exclusive et ne me laissera pas les voir. Ce sont des menaces en l'air, est intervenu Vincent. Le tribunal prend en compte de nombreux facteurs, y compris la stabilité financière. Et votre mari, d'après ce que je comprends, a de sérieuses dettes et une addiction au jeu. Aucun juge ne confierait les enfants à un père avec de tels problèmes. Evelyne l'a regardé avec espoir. « Vous en êtes sûr? »« Absolument, » a hoché la tête Vincent. « J'ai des amis à la police de Cherbourg. Ils ont confirmé que votre mari est connu dans certains cercles. Dettes, jeux, peut-être même détournement de fonds au travail. Il n'est pas le genre d'homme à qui un tribunal confierait des enfants. » Evelyne s'est remise à pleurer, mais cette fois, il semblait que c'était de soulagement. « J'avais si peur, » a-t-elle chuchoté. « Si peur de perdre Léo et Pénélope. Ils sont tout ce que j'ai. Tu m'as, moi, » ai-je dit doucement en lui serrant la main. « Et je ne laisserai jamais Cédric t'enlever tes enfants. Jamais. » Nous sommes restés assises en silence pendant plusieurs minutes. Evelyne essayait de rassembler ses pensées, et je lui ai donné du temps. Finalement, elle s'est redressée et m'a regardée avec plus de détermination. « Que dois-je faire, maman ?
Où dois-je aller? Je n'ai pas d'argent pour un avocat ou un nouvel endroit où vivre. Ne t'inquiète pas pour ça, ai-je dit. J'ai des économies, et ma maison est assez grande pour vous tous. Le plus important maintenant, c'est de récupérer les enfants et de s'éloigner de Cédric. Mais comment? Il rentre du travail à 18 heures. Les enfants sont à l'école jusqu'à 15 heures. Vincent a caressé sa moustache pensivement. Voici le plan. Vous finissez le travail à 16 heures? Oui, a répondu Evelyne. Excellent. À 15 heures, Marthe et moi irons chercher les enfants à l'école. Ensuite, nous irons chez vous pour rassembler les choses les plus essentielles. À 16 heures, nous vous retrouverons ici et nous irons tous ensemble chez Marthe. Et si Cédric rentre plus tôt? A demandé Evelyne avec anxiété. C'est peu probable, a dit Vincent. Mais même s'il le fait, nous avons des preuves de ses agissements louches, et je suis un ancien policier. Croyez-moi, il y réfléchira à 2 fois avant de causer des problèmes. Evelyne avait l'air incertaine, mais a hoché la tête. D'accord, je suis d'accord. Mais nous devons agir vite. Cédric a une application sur son téléphone qui suit mes déplacements. Si je ne rentre pas à la maison après le travail, il pourrait se douter de quelque chose. Alors laissez votre téléphone ici, dans le casier, a suggéré Vincent. Ou avec une collègue de confiance. Dites-lui que vous avez oublié de le charger et empruntez-en un autre pour les urgences. C'est une bonne idée, a hoché la tête Evelyne. J'ai une amie, Sarah. Elle aidera. Parfait. J'ai senti une lueur d'espoir se répandre en moi. Alors c'est réglé. Nous récupérons les enfants à 15 heures, puis nous passons chez vous pour prendre vos affaires et nous nous retrouvons ici à 16 heures. Evelyne a soudainement serré ma main. Maman, je me sens si coupable. Ce qui s'est passé hier. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû dire la vérité aux enfants. Je suis une telle lâche. Non, ma puce. J'ai caressé sa joue comme je le faisais quand elle était petite. Tu n'es pas une lâche. Tu es une mère qui a peur pour ses enfants. Je comprends ça. Et je ne t'en veux pas. Evelyne s'est accrochée à ma main, fermant les yeux. Merci, a-t-elle chuchoté. Je ne mérite pas une mère comme toi. Si, tu le mérites, ai-je dit fermement. Et tu mérites encore plus. Maintenant, va travailler. Je te retrouve à 16 heures. Elle a hoché la tête, s'est levée, m'a serré fort dans ses bras un instant, puis a rapidement quitté la cafétéria en s'essuyant les yeux. Elle est forte, a remarqué Vincent quand nous nous sommes retrouvés seuls. Elle s'en sortira. Bien sûr qu'elle s'en sortira, ai-je hoché la tête. C'est ma fille. Les heures suivantes se sont écoulées dans une attente intense. Vincent et moi avons discuté des détails du plan et préparé les documents dont nous pourrions avoir besoin si Cédric décidait d'aller à la police. À 14h30, nous nous sommes dirigés vers l'école où Léo et Pénélope allaient. L'école primaire de Cherbourg était un bâtiment typique de plain-pied avec des murs aux couleurs vives et une cour de récréation. Nous nous sommes garés à proximité et avons attendu. À 15 heures, la cloche a sonné et les enfants ont commencé à sortir en groupe, parlant fort et riant. J'ai été la première à repérer Léo et Pénélope. Ils marchaient main dans la main, tous deux avec des cartables sur le dos. Léo était sérieux et concentré comme toujours, tandis que Pénélope sautillait. À la vue de mes petits-enfants, mon cœur s'est serré de tendresse et de douleur. Comment allait-il réagir à mon apparition après hier? Je suis sortie de la voiture et leur ai fait un signe de la main. Léo m'a remarqué le premier et s'est arrêté, retenant sa sœur. Toute une gamme d'émotions a traversé son visage. Surprise, embarras, incertitude. Mamie. Pénélope m'a repéré et s'est libérée de l'emprise de son frère, courant vers moi. Mamie, tu es revenue. Elle m'a serré les jambes, se pressant contre moi. Je me suis penchée et l'ai serrée dans mes bras, sentant les larmes me monter aux yeux. Bien sûr que je suis revenue, ma puce. J'avais promis de prouver mon innocence. Tu te souviens? Léo s'est approché plus lentement, toujours incertain. Papa a dit que tu ne reviendrais pas, a-t-il dit doucement. Il a dit que tu. Je sais ce qu'il a dit, ai-je répondu gentiment. Mais ce n'est pas vrai, Léo. Et j'ai des preuves. Tu veux les voir? Il a hoché la tête, sans toujours me regarder dans les yeux. Alors monte dans la voiture, ai-je dit en montrant le véhicule de Vincent. Je vous expliquerai tout en chemin. On va où? A demandé Pénélope, me tenant toujours la main. Papa est au courant.
On va chez toi pour prendre tes affaires, ai-je répondu honnêtement. Et puis chez moi. Vous allez rester avec moi un petit moment. Et non, papa n'est pas encore au courant. Mais maman est d'accord. On vient de lui parler. Léo a froncé les sourcils, clairement confus par ce qui se passait, mais il est monté docilement dans la voiture. Vincent s'est présenté, essayant d'avoir l'air aussi amical que possible, ce qui n'était pas facile avec son apparence sévère. Sur le chemin de la maison d'Evelyne, j'ai montré aux enfants quelques extraits de l'enregistrement. Seulement les parties où Cédric met la bague dans la boîte. J'ai décidé qu'ils étaient trop jeunes pour connaître les dettes de leur père et ses menaces envers leur mère. Vous voyez, ai-je dit quand l'enregistrement s'est terminé. Papa a mis la bague dans ma boîte et m'a ensuite accusé de l'avoir volée. Mais pourquoi? A demandé Pénélope, perplexe. Papa a dit que voler, c'est mal. Pourquoi il l'a fait lui-même? Parfois, les adultes font de mauvaises choses, ai-je répondu avec précaution. Surtout quand ils ont des problèmes. Quel problème? A demandé Léo, qui semblait comprendre plus qu'il ne le disait. Des problèmes d'adultes, ai-je répondu évasivement. L'important, c'est que je n'ai jamais rien pris qui ne m'appartenait pas. Et je ne vous mentirai jamais. Je vous le promets. Nous nous sommes arrêtés devant la maison d'Evelyne. Elle avait la même apparence que d'habitude. Un pavillon soigné avec une pelouse tondue. Il était difficile de croire que de si terribles secrets étaient cachés derrière cette façade de prospérité. « Vous avez une clé ?» a demandé Vincent en arrêtant la voiture. J'ai secoué la tête. Non, mais les enfants devraient en avoir une. J'en ai une, a confirmé Léo en sortant une clé sur un cordon de son sac à dos. Maman me la donne quand on rentre de l'école avant elle. Nous sommes entrés dans la maison. Tout semblait normal, propre, bien rangé. Aucune trace du drame qui s'était déroulé ici hier. D'accord, les enfants, ai-je dit fermement. Nous devons rassembler vos affaires. Juste l'essentiel, vêtements, fournitures scolaires, jouets préférés. Tout doit tenir dans une valise par personne. Ils ont hoché la tête et ont couru dans leur chambre. Je les ai suivis, les aidant à choisir ce qu'il fallait prendre et laisser. Vincent est allé dans la chambre d'Evelyne pour rassembler ses affaires. Nous avons décidé que ce serait plus rapide ainsi. Une demi-heure plus tard, nous avions 3 valises, une pour Léo, une pour Pénélope et une pour Evelyne. J'ai ajouté quelques photos de famille, quelques documents que j'ai trouvés dans le bureau d'Evelyne et un ordinateur portable qui pourrait contenir des informations importantes. C'est bon, a dit Vincent en chargeant les valises dans la voiture. Maintenant, il faut être à l'hôpital pour 16 heures. Nous étions sur le point de partir quand un pick-up noir familier est entré dans l'allée. Mon cœur s'est serré. Cédric. Il était de retour plus tôt. C'est papa, s'est exclamé Pénélope en regardant par la fenêtre. Vincent a pris une décision en une fraction de seconde. Les enfants, dans la voiture, vite, a-t-il commandé. Marthe, vous aussi. Je vais lui parler. Non, ai-je dit fermement. Je dois être là. C'est ma famille. Vincent a voulu protester, mais en voyant mon regard, il a juste hoché la tête. D'accord. Mais vous, les enfants, dans la voiture. Léo et Pénélope, effrayés et confus, sont montés docilement dans la voiture. Vincent et moi sommes sortis sur le perron juste au moment où Cédric sortait du pick-up. Quand il nous a vus, il s'est figé un instant. Puis son visage s'est crispé de rage. « Qu'est-ce que vous fichez ici ?» a-t-il aboyé en se dirigeant vers nous. « Je vous ai dit hier de déguerpir de ma maison. »« C'est la maison de ma fille, ai-je répondu calmement, bien que je tremble à l'intérieur. Et de ses enfants. Et je suis venu les chercher. » Cédric a ri, un rire désagréable et mauvais. « Les emmener où ? C'est ma famille. La mienne. » Il a fait un autre pas vers le perron, mais Vincent s'est avancé. « Monsieur Price, » a-t-il dit d'un ton formel. « Je suis Vincent Coulon, ancien policier. Nous avons des preuves de vos calomnies contre Madame Adlington, ainsi que des informations sur vos dettes envers Radcliffe et plusieurs casinos clandestins. Je vous suggère de vous écarter et de nous laisser partir pacifiquement. » Cédric a pâli à la mention du nom de Radcliffe. « Qui diable êtes-vous et comment savez-vous ? » « Ça n'a pas d'importance, » a interrompu Vincent. « Ce qui est important, c'est que votre femme et vos enfants partent temporairement, jusqu'à ce que vous régliez vos problèmes. » Evelyne. Cédric a regardé autour de lui comme s'il s'attendait à voir sa femme. Où est-elle? Qu'est-ce que vous lui avez raconté?
La vérité, ai-je répondu. Sur la façon dont vous avez planté la bague dans ma boîte à bijoux. Sur la façon dont vous l'avez menacée de lui enlever les enfants si elle vous quittait. Sur vos dettes. N'importe quoi, a-t-il craché, mais sa voix tremblait. Vous n'avez aucune preuve. Si, j'en ai, ai-je dit en sortant mon ordinateur portable de mon sac et en l'ouvrant. La caméra dans la chambre d'amis. L'enregistrement de vous forçant ma boîte à bijoux et y plantant la bague. L'enregistrement de votre conversation avec le créancier. Tout est là, Cédric. Il a fixé l'écran, son visage montrant sa prise de conscience de la défaite. La colère a fait place à la peur, puis au désespoir. Vous ne comprenez pas, a-t-il dit d'un ton différent. Ces gens, ils ne plaisantent pas. Si je ne rembourse pas l'argent. C'est votre problème, monsieur Price, a dit Vincent. Mais faire chanter votre belle-mère et menacer votre femme n'est pas la solution. Maintenant, nous partons, et je vous conseille de ne pas essayer de nous en empêcher. Cédric se tenait là, les épaules affaissées, nous regardant, puis la voiture où les enfants étaient assis. Un instant, j'ai même eu pitié de lui. Un homme brisé qui avait tout perdu à cause de sa propre faiblesse. Je peux au moins dire au revoir aux enfants, a-t-il demandé doucement. J'ai jeté un coup d'œil à Vincent. Il a légèrement hoché la tête. Pas de drame, ai-je prévenu, et en notre présence. Cédric a hoché la tête et s'est lentement dirigé vers la voiture. Léo a baissé la vitre, regardant son père d'un air las. « Salut, champion », a dit Cédric, en essayant de sourire. « Salut, princesse », a-t-il ajouté en remarquant Pénélope sur le siège arrière. « Papa, on va chez mamie », a dit Pénélope. « Tu viens aussi ?» Cédric a secoué la tête, en avalant difficilement. « Non, ma puce. Papa doit s'occuper de certaines choses. Mais je viendrai vous voir bientôt. D'accord ? Tu promets ? A-t-elle demandé avec espoir. Je promets, a-t-il dit, en se tournant vers Léo, qui était silencieux. Prends soin de ta sœur. D'accord, champion ? Léo a hoché la tête lentement, sans toujours dire un mot. Il était clair à quel point il était difficile pour lui de réaliser que son père avait menti, trahi sa grand-mère, et maintenant, il le quittait. Nous devons y aller, ai-je dit en m'approchant de la voiture. Evelyne nous attend à l'hôpital. Cédric a reculé, me permettant de monter dans la voiture. Vincent s'est installé au volant et a démarré le moteur. N'essayez pas de nous suivre ou de nous menacer, a prévenu Vincent à Cédric par la fenêtre baissée. Mon ami de la police a une copie de toutes les preuves. Un coup de fil et vous aurez des problèmes pires que vos dettes. Cédric a hoché la tête en silence, les mains dans les poches. Alors que nous nous éloignons, je l'ai vu dans le rétroviseur, debout sur l'allée, nous regardant partir, une silhouette solitaire devant la maison qu'il pourrait bientôt perdre. Les enfants étaient silencieux sur le chemin de l'hôpital, chacun perdu dans ses propres pensées. Pénélope se serrait contre moi, posant sa tête sur mon épaule. Léo était assis droit, fixant la fenêtre d'un air vide. « Tout ira bien », ai-je dit doucement en serrant ma petite fille dans mes bras. « Je vous le promets. » Nous sommes arrivés à l'hôpital à 16 heures précises. Evelyne nous attendait déjà à l'entrée, passant nerveusement d'un pied sur l'autre. Quand elle a vu la voiture, elle a couru et est montée sur la banquette arrière, serrant les enfants dans ses bras. « Mes petits », a-t-elle chuchoté en les embrassant un par un. « Vous allez bien ?»« Oui, maman », a répondu Léo. « On a fait nos valises. Et on a vu papa. » Evelyne s'est figée. « Papa ? Il était à la maison ? » Il est rentré juste au moment où nous partions, ai-je expliqué. Mais tout va bien. Nous lui avons montré l'enregistrement et il n'a pas interféré. Evelyne a poussé un soupir de soulagement. Dieu merci. J'avais si peur. C'est fini, a dit Vincent en sortant du parking de l'hôpital. Maintenant, rentrons chez Marthe. Nous discuterons de la suite là-bas. Le trajet jusqu'à ma maison a duré environ 40 minutes. Pendant tout ce temps, Evelyne s'est accrochée aux enfants comme si elle avait peur qu'ils ne disparaissent. Ils lui ont parlé de l'école, de ce qu'ils avaient emporté, de leurs projets pour la soirée, le bavardage habituel des enfants, qui sonnait maintenant particulièrement précieux. Ma vieille maison de la rue du Chêne nous a accueillis avec le soleil couchant qui dorait les fenêtres. Comme c'est étrange. Hier encore, j'étais rentrée ici seule, écrasée et humiliée. Aujourd'hui, j'y avais ramené ma famille, ma fille et mes petits-enfants, qui s'apprêtaient à commencer une nouvelle vie. « Bienvenue », ai-je dit en ouvrant la porte. « Mettez-vous à l'aise. »
Les enfants sont entrés les premiers, regardant autour d'eux avec curiosité. Ils étaient déjà venus ici, mais pas souvent, et n'étaient jamais restés longtemps. Léo, ta chambre sera à l'étage, première porte à droite, ai-je dit. C'était la chambre de ta mère quand elle était petite. Et toi, Pénélope, tu dormiras dans la chambre d'Axe en grave côté. C'est ma salle de couture maintenant, mais on va vite l'aménager. Et moi ? A demandé Evelyne en entrant une valise. La chambre d'amis est en bas, ai-je répondu. Il y a un canapé-lit confortable. Si tu veux, on pourra chercher un appartement plus près de ton travail, mais pour l'instant. Non, a-t-elle secoué la tête. Nous resterons ici pour le moment, si ça ne te dérange pas. Les enfants ont besoin de stabilité. Et moi aussi. Vincent a rentré les valises restantes et s'est arrêté à la porte. Je crois que je vais y aller, a-t-il dit. Vous avez besoin de temps pour être ensemble, pour vous installer. Restez dîner. Ai-je proposé. C'est le moins que je puisse faire pour vous remercier. Il a hésité, mais Evelyne a appuyé l'invitation. S'il vous plaît, monsieur Coulon. Nous n'aurions pas pu y arriver sans vous. D'accord, a-t-il accepté, mais juste pour le dîner. La soirée s'est déroulée dans une atmosphère étrange mais chaleureuse. Evelyne et moi avons préparé le dîner pendant que les enfants exploraient la maison, trouvant de vieux jouets et des livres qui dataient de l'enfance de leur mère. Vincent était assis dans le salon, répondant de temps en temps à des appels téléphoniques. Il contactait ses amis de la police pour s'assurer que Cédric ne prenait aucune mesure contre nous. Au dîner, un rôti simple mais copieux, une salade, une tarte aux pommes, nous avons parlé de l'avenir. Du fait que Léo et Pénélope continueraient d'aller à la même école pour l'instant, Evelyne les conduirait en allant au travail. De la recherche d'un bon avocat pour s'occuper du divorce et de l'accord de garde. De la façon dont je pourrais t'aider avec l'acompte si Evelyne décidait d'acheter son propre logement. Maman, je ne peux pas accepter cet argent, a objecté Evelyne lorsque les enfants sont allés jouer et que nous sommes restés à table avec notre tisane. Tu peux et tu le feras, ai-je dit fermement. Ce n'est pas un cadeau. C'est un investissement dans votre avenir, dans l'avenir de mes petits-enfants. Vincent, qui avait écouté notre conversation, a hoché la tête. Votre mère a raison, Evelyne. De plus, je pense que vous devriez aller au tribunal, non seulement pour un divorce, mais aussi pour une compensation. Si Cédric a vraiment perdu l'argent de la famille, vous avez droit à une compensation. J'ai peur qu'il n'y ait rien à compenser, a-t-elle dit avec un sourire amer. Toutes nos économies ont disparu depuis longtemps. La maison est hypothéquée et réhypothéquée. Même mon salaire, une partie servait à rembourser les dettes. Néanmoins, a dit Vincent, vous avez besoin d'un bon avocat. J'ai un ami qui est spécialisé dans des cas comme celui-ci. Je peux vous mettre en contact avec lui. Merci, a dit Evelyne sincèrement, pour tout. Je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. Elle a été interrompue par la sonnette. Nous nous sommes tous figés, nous regardant. Qui pouvait bien venir à cette heure? J'y vais, a dit Vincent en se levant. Restez ici. Il est allé dans le couloir. Evelyne et moi avons écouté attentivement. Des voix, une conversation étouffée, puis des pas revenant vers la salle à manger. C'est l'agent Dixon, a dit Vincent en entrant avec un jeune policier du commissariat de Cherbourg. Il a des nouvelles de Cédric. L'agent Dixon, un homme blond d'une trentaine d'années, nous a fait un signe de tête. Madame Price, a-t-il dit à Evelyne, je dois vous informer que votre mari, Cédric Price, a été arrêté il y a 1 heure pour agression sur un créancier nommé Howard Radcliffe. Monsieur Radcliffe est à l'hôpital avec une commotion cérébrale et une mâchoire cassée. Votre mari est en garde à vue, accusé d'agression avec violence. Evelyne a pâli et a porté la main à sa bouche. Mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Il a complètement perdu la tête. Nous avons également trouvé une arme à feu non déclarée dans son pick-up, a poursuivi l'agent Dixon. Il y aura donc d'autres chefs d'accusation. Compte tenu de la gravité du crime et de ses condamnations antérieures pour bagarre, il recevra très probablement une peine importante. Des condamnations antérieures? Ai-je demandé en regardant Evelyne. Tu savais? Elle a secoué la tête. Non, il n'a jamais. Mon Dieu! Comment ai-je pu être si aveugle? L'agent Dixon a continué. Monsieur Price nous a demandé de vous dire qu'il ne demandera pas la garde des enfants et qu'il accepte un divorce à vos conditions. Il nous a également demandé de vous présenter ses excuses. Madame Adlington, s'est-il tourné vers moi,
pour les fausses accusations. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. C'était une sensation étrange de recevoir des excuses par l'intermédiaire d'un policier d'un homme qui m'avait publiquement humilié devant mes petits-enfants la veille. Que se passe-t-il ensuite? A demandé Evelyne d'une voix tremblante. Un procès, a répondu l'agent Dixon. Vous serez appelé comme témoin. Les enfants seront probablement interrogés aussi, mais de manière délicate, avec un psychologue présent. Monsieur Price risque de 5 à 10 ans de prison, compte tenu de toutes les circonstances. Après le départ de l'officier, nous sommes restés longtemps en silence. Evelyne pleurait doucement, comme si elle pleurait non seulement son mariage brisé, mais toutes les années qu'elle avait passées dans la peur et la tromperie. Je dois le dire aux enfants, a-t-elle finalement dit. Ils ont le droit de savoir. Pas aujourd'hui, ai-je dit doucement. Laisse-leur le temps de s'installer ici. Demain ou après-demain sera bien suffisant pour les conversations difficiles. Vincent a hoché la tête en signe d'accord. Votre mère a raison. Pour l'instant, les enfants ont besoin de calme et d'un sentiment de sécurité. Tout le reste peut attendre. Evelyne a essuyé ses larmes et a hoché la tête. Vous avez raison. D'abord, nous devons nous installer. Commencer une nouvelle vie. Et nous y arriverons, ai-je dit en prenant sa main, ensemble. Vincent est parti vers 22 heures, promettant de passer demain pour aider avec la paperasse et contacter un avocat. Evelyne et moi avons mis les enfants au lit, leur avons lu une histoire, Pénélope insistait sur ce rituel, et nous nous sommes finalement assis ensemble dans le salon. Maman, a dit Evelyne doucement, en me regardant avec douleur et remords. Je ne pourrai jamais rattraper ce que j'ai fait, la façon dont je t'ai trahi hier. Tu l'as déjà rattrapé, ai-je répondu en m'asseyant à côté d'elle sur le canapé. En trouvant la force de partir, en protégeant les enfants, en choisissant la vérité, même si c'était effrayant. J'aurais dû le faire plus tôt, a-t-elle secoué la tête. Avant qu'il ne t'accuse, avant qu'il ne commence à me menacer, avant qu'il ne perde toutes nos économies. Ne te blâme pas, ai-je dit en lui serrant les épaules. Ce qui est fait est fait. Ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble maintenant. Et quoi qu'il arrive, ce sera toujours comme ça. Evelyne s'est blottie contre moi comme elle le faisait quand elle était enfant, quand elle avait peur d'un orage ou d'un cauchemar. Promis. Promis. Je l'ai embrassée sur le sommet de la tête. Maintenant, va dormir. Demain commence une nouvelle vie. Quand tout le monde s'est couché, je suis restée longtemps assise dans le salon, à regarder les photos de famille sur les murs. Georges, jeune et souriant, avec la petite Evelyne dans ses bras. Evelyne dans sa robe de bal. Moi avec le nouveau-né Léo à la maternité. Pénélope sur son premier vélo. Ma famille. Quoi qu'il en soit, elle était de nouveau avec moi. Et même s'il y avait beaucoup de difficultés à venir, le tribunal, le divorce, la reconstruction de la confiance de mes enfants, nous allions les surmonter ensemble. Dans la chambre, en me préparant pour la nuit, j'ai jeté un dernier regard à la boîte à bijoux sur la commode. La petite boîte en bois qui avait involontairement causé tous ces événements. À l'intérieur se trouvait toujours la bague que Cédric y avait glissée, un témoin silencieux de son désespoir et de sa méchanceté. Demain, je la donnerai à la police comme preuve. Mais aujourd'hui, j'étais simplement reconnaissante que la vérité ait triomphé, que ma fille et mes petits-enfants soient de retour avec moi. Du fait que même à 68 ans, il est possible de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Avec ces pensées, je me suis couchée, me sentant en paix pour la première fois depuis longtemps. Pénélope ronflait doucement derrière le mur. Et dans la chambre d'en face, Léo lisait probablement sous les couvertures avec une lampe de poche, son passe-temps favori. En bas, Evelyne pleurait probablement encore, pleurant le passé, mais regardant déjà l'avenir avec espoir. Ma famille, ma forteresse. Quoi qu'il arrive ensuite, nous avions déjà survécu au pire. Et nous en étions sortis plus forts.